Voilà, monsieur, bonsoir. D'avance, bonne fête à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs, à l'occasion évidemment de la fête de fin du Ramadan qui va se célébrer ce mercredi 5 juin 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Deux temps forts dans cette émission et un commentaire en entrée sur la décision du tribunal arbitral du sport qui déboute les Comores dans leur saisine. Ces derniers voulaient que le TAS disqualifie le Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La plus haute juridiction sportive a jugé que les Comoriens n'ont aucun intérêt dans cette histoire. Et puis un débat, crise sociopolitique camerounaise. On va évidemment en parler tout à l'heure, les leviers de l'apaisement. On va essayer de spéculer autour de tout cela. Nous allons analyser les différentes initiatives prises par les partis en présence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour envisager éventuellement les conditions d'un retour à la sérénité. Et Sonara, quelles conséquences après le drame? C'est une autre grosse interrogation, vous le savez. La Société nationale de raffinage a connu un drame, c'était le week-end dernier à Limbé. On va essayer d'en apprécier l'impact sur ces différents plans environnementaux, sociaux, politiques et surtout économiques, avec nos 4 invités qui sont déjà dans ce studio et sur ce plateau. D'abord, Didier Yimko, il est le coordonnateur littoral pour le FSNC. Bonsoir Didier. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir à tous vos téléspectateurs, je salue mes co-panélistes, je souhaite une bonne fête au président national du FSNC, à tous nos camarades militants musulmans. Je suis de tout cœur avec eux. Merci de m'avoir invité en ce plateau pour discuter des sujets hautement sensibles. Dans la diagonale, il fait partie du directoire du Manidem. Dikoumé Modjo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nouveau avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ça me donne l'occasion de donner la voix discordante, la seule qui reste dans le pays. Donc, c'est avec une grande joie que je suis ici. Au lieu de la voix discordante, c'est une discordance de principe ou alors... Une discordance de principe, parce que nous considérons que les régimes qui ont géré notre pays depuis l'indépendance, ce sont des régimes néocoloniaux et qu'ils travaillent pour l'étranger. Et que, un jour, il va falloir que les Camerounais prennent les rênes du pouvoir dans ce pays et qu'ils fassent la politique nationale de construction. Et puis un retour d'abord sur ce plateau, mais également petit écran. Ça va faire plusieurs mois, voire des années, qu'on ne l'avait pas revu à la télévision. Samuel ou encore, nous sommes tous heureux de l'avoir à nouveau après un malheureux accident dont il a été victime. C'était sur l'axe Lourdois-la-Yaoundé. Dieu merci, il est sur pied et il s'est remis. Il est membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Samuel. Bonsoir tous les téléspectateurs et bonsoir tous les panélistes. Et bonsoir Dipita de m'avoir invité ce soir. Merci, je dis aussi à tous les Camerounais bonsoir. Je suis revenu effectivement, je suis guéri après que le chef de l'État m'ait évacué. Ah d'accord, c'était lui. C'est lui qui m'a évacué. Comment? Il faut que je le dise. Ça s'est passé comment? Mais comment? Mais j'ai quand même servi ce pays. Quand il a appris que j'ai fait l'accident, il m'a fait évacuer. C'est à la demande ou... Mais c'est à la demande. Bon, je ne vais pas demander combien de millions ça a coûté. Ça ne pas rentrer dans la cuisine. Même si c'est comme j'étais au bord de l'infirmité définitive. Ah d'accord. J'avais mon pied qui était cassé avec des termes techniques, fragmentation du plateau du tibia et tout ça. Il fallait faire une prothèse, l'hôpital américain et tout ça. Même ici, les médecins ils étaient incapables de détecter ce qui n'allait pas. C'est là-bas qu'on a trouvé tout ça. Ils m'ont soigné. Dans tous les cas, une vie de préserver, c'est tout à l'honneur. Je lui dis de façon officielle merci. Enfin, j'ai eu l'occasion de le lui dire, par écrit, mais je le dis devant tous les téléspectateurs. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir à nouveau. Ouais.
Sosten Medalipa, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, député. Vous êtes secrétaire national à la communication du MRC. Tout à fait. Vous êtes parti de Yaoundé pour nous faire cet honneur d'être de votre présence ce soir. Ouais. Merci grandement. Oui, un bonsoir particulier à vos téléspectateurs, au public et surtout à ceux qui pensent que la politique, en réalité, lorsqu'elle est bien faite, participe de la construction d'une nation. Je dois aussi préciser que ça fait presque 2 ans que je n'ai pas été sur votre plateau. 2 ans déjà? Oui, ça va vite, je crois. Ah non, non, pas 2 ans. Mais, quand quelque chose s'est passé en fin 2017, c'est passé en 2018, vous m'avez reçu? Oh là. Que non. Bon, ça va très vite, les années. Bon, vous, à titre personnel, oui, je le comprends, mais je veux dire que le MRC, quand même, assez souvent représenté. Mais j'avoue qu'à vous, mais ça m'a échappé. Hein. J'avoue, je veux dire que... Ben, je suis secrétaire national à la communication du MRC, donc porte-parole du parti, et je suis aussi le conseiller politique et communication du président Maurice Kamto. Conseiller politique en communication. Oui, qui est... depuis le 28 juin, entre les mailles... d'un régime qui pense que c'est l'autoritarisme qui fait gouverner le monde. Non, c'est davantage l'ouverture. On en parle dans le débat tout de suite. Peut-être après la transition, Eric, on va d'abord commencer à un petit commentaire sur la décision du tribunal arbitral du sport. Alors, Didier Imkwa, on n'a pas eu la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Bon, on sera qualifié pour cette compétition-là. On ne va pas revenir sur les péripéties. Mais vous dites, le TAS rend justice au Cameroun, ou alors le TAS qualifie-t-il le Cameroun? Ben, moi, je ne voudrais pas rentrer dans ces discussions juridico-juridiques, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le versant politique. Vous savez, dans une situation, dans un champ politique polarisé, crispé, par des discours, mésodiscours, anti-discours, de manipulation. Le peuple, à un moment donné, a besoin du sang ou du jeu. Et cette fois-ci, c'est du jeu. Personne ne peut ignorer ou bien banaliser ce que représente le sport pour les Camerounais. Il reste encore presque le seul parti qui fédère toutes les forces sans discrimination de sexe et de religion. C'est une très bonne nouvelle parce que nous étions tous accrochés, pour ne pas dire à la bouche du TAS, du tribunal arbitral de Lausanne. C'est une très bonne nouvelle. J'espère que ça va nous donner l'opportunité de bien se préparer pour défendre notre trophée. Vous savez, une CAN sans le Cameroun est semblable à une Coupe du Monde sans le Brésil. Permettez-moi d'être assez patriote. Je crois que ça arrive à point nommé. Nous en avions besoin. Vous savez, le Cameroun aujourd'hui est en proie à différentes crises. À l'extrême nord, nous avons Boko Haram. À l'est, nous avons des incursions des rebelles centrafricains. Et vous dites que 3 semaines, un mois de football fera peut-être du bien. Oui, même si... Dans ce marasme. Oui, même si... Oui, on en a besoin hein, pour l'accalmie. Vous voyez, c'est très très tendu. Okay. Ça ne va pas. Le football, au moins, ça détend, ça dégage le stress et puis ça fait oublier un tant soit peu un certain nombre d'angoisses. Moi, je crois que ça arrive à un très bon moment. Il en fallait. On a des exemples. Hein. Je me rappelle, il y a eu un tournoi de Cannes, je crois, en Égypte. Nous étions en finale. 86. Voilà, nous étions en finale. Et le Cameroun a perdu en finale. Je me rappelle ce jour-là. J'ai suivi, je crois, beaucoup d'interviews qui disaient qu'évidemment, si l'Égypte n'avait pas gagné, il y aurait... Ça aurait été la catastrophe. Merci. Voilà. Alors, Djikou Mambodjo, vous dites c'est le moindre mal au regard quand même de tous les désagréments qu'on a connus avec l'organisation qu'on aurait dû avoir à Yaoundé. Participer à une CAN en Égypte, c'est un haut fa. Je dois reconnaître que dans notre pays, les bonnes nouvelles sont rares. Et là, nous avons une bonne nouvelle. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Malheureusement, une fois qu'on s'est félicité de cela, il faut aussi reconnaître que
le désastre qu'a été la préparation de la CAN au niveau du Cameroun nous a laissé un souvenir amer. J'espère que le coup de pouce que nous avons eu là va nous permettre d'avoir une bonne prestation en Égypte pour embaumer la douleur. Ce que nous avons ressenti quand on nous a enlevé la canne. Vous dites pareil, Samuel, encore? Non, ben, enfin, vous savez, chacun a son opinion du pays. Hein. C'est vrai, on a quelques problèmes, mais le Cameroun n'est pas en désastre. Bon, mais c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour tous les Camerounais. Moi, je suis un amoureux du football. J'aime beaucoup le sport, mais mon sport préféré, c'est le football. D'autres sports viennent après, mais mon sport préféré, c'est le football. Et je suis un fanatique des Lions depuis. Donc, moi, je suis content parce que certains de mes amis disaient que non, selon le droit, le Cameroun sera disqualifié. On a consulté des experts. Bon, là, le TAS vient de dire que, le Comore n'avait pas intérêt à se plaindre, parce que même si le Cameroun devait être disqualifié, ce n'est pas eux qui devaient être qualifiés à la place. Pas d'intérêt, pas d'action. De deux, le TAS a validé l'expression que le chef de l'État avait utilisé, le glissement. Le TAS a dit qu'il y a eu glissement, il n'y a pas eu retrait de la coupe. Le Cameroun a eu glissement de date. Voilà l'expression qui est sortie de cette décision-là. Donc, le glissement, bon, c'est vrai, bon, maintenant, on peut épiloguer pourquoi il y a eu glissement. Ça, c'est un autre débat. Bon, que je ne demande pas de fermer. Ceux qui sont censés l'ouvrir devront l'ouvrir, ou bien même les juridictions qui sont qualifiées pour apprécier tout ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce glissement-là. Parce qu'on nous attribue la CAN en 2014. On aurait dû commencer les travaux en 2014-2015. Aller les commencer en 2017 était déjà hypothétique. On hypothéquait déjà le succès de ces travaux-là. Parce que c'est en 2014 qu'on nous attribue la CAN. Il fallait donc 3 ans avant 2019, ou 4 ans avant, c'est-à-dire en 2015. On aurait dû commencer les travaux en 2015. Mais on les a commencés trop tard. Je ne comprends pas. Bon, je ne suis pas fonctionnaire, mais je dis que ça a été une faute de la part de ceux qui l'ont fait. Donc, je crois que on devrait regarder tout ça après. Donc, je crois que les instances qui sont habilitées à le faire devront le faire, ou bien sont en train de le faire. Sosthène Médard, on doit sereinement, définitivement attendre cette compétition. Oui, on va attendre la Coupe d'Afrique des Nations de football d'Égypte avec beaucoup de patience. Et, en pensant à celle à la CAN de 1996, je crois, où le Cameroun avait perdu en finale face à l'Égypte. 86. 86. J'ai dit 96, n'est-ce pas? 86. On a vu le Kamabi, Koumabi, cette génération-là, Boumbrou Emile, qui brillait de mille feux. Prévoit gagne 84. Voilà. Mais ce que nous voulons dire, c'est que dans certains sports collectifs, il existe ce qu'on appelle accorder avec faute. Comme le basket, par exemple. Le Cameroun, oui. Ah, vous êtes bon sportif. Le Cameroun a commis beaucoup de fautes. Et on a accordé avec faute, peut-être du fait de l'indulgence de l'arbitrage. Et peut-être aussi du fait que celui qui se plaignait n'était pas forcément très qualifié pour le faire. Toujours est-il que plus de 1000 milliards de francs CFA sont partis on ne sait où. C'est l'argent du contribuable, c'est de l'argent emprunté, alors que l'on a eu des pans entiers de stade qui étaient préfabriqués et importés pour un grand effort de propagande officielle. Les hagiographes, donc les compères et confrères de M. Nkor ont tout dit, comment est-ce que le jour dit tout se ferait. S'il existe en linguistique ce qu'on appelle le glissement sémantique, quelqu'un aurait inventé ou fabriqué le glissement footballistique. Non, il n'existe pas. On a échoué pour la CAN. Donc, s'il n'y a pas eu de glissement, c'est un échec total.
ne continuez pas à blesser les Camerounais en leur faisant croire que c'est le glissement. Non. Le tas, ça parle de glissement. Non. Ne continuez pas, à blesser les Camerounais. Ne commencez pas. J'ai pas voyagé par avion pour arriver à Yaoundé. C'est juste une entrée. J'ai voyagé par terre. Il y a eu un moment d'arrêt du côté de Japouma, où on voit ce qui est apparemment un bijou. Et si vous allez du côté de Lembe, il n'y a pas encore de bijou. Il y a un squelette. Donc, faisons attention avec tout cela. N'exagérons pas en propagande. Soyons plus pragmatiques. Je dois juste rappeler, on n'est pas pour le débat, que lorsqu'en 70, les Camerounais vont à Khartoum pour une Coupe d'Afrique des Nations, et que Mbombo Njoya rentre et annonce au président Ahidjo qu'en 72, ce serait nous, 2 ans, ou moins de 2 ans. Et d'ailleurs, le président Ahidjo qui est surpris par le fait que Mbombo Njoya ait eu l'audace de le faire. Sur ce plan, on peut dire chapeau à Mbombo Njoya. On a réussi à avoir, en moins de 2 ans, 2 grands stades pour cette époque, pour une économie qui n'avait pas 300 milliards de budget. Et qui était peut-être peu crédible en termes de finances publiques et de moyens, mais qui, en termes de gouvernance politique, malgré la dictature, mais surtout en termes de gouvernance financière, attirer les investisseurs. On a eu les stades de la réunification à Douala, Amadou Ahidjo à Yaoundé, et plus tard, dans la même lignée, j'allais dire, Garoua, qui ont été construits moins de 2 ans. Vous, en 4 ans, échec total. Pas de glissement footballistique, c'est un échec. Merci. Alors pour sortir, on va quand même prendre connaissance de cette décision du président de la République signée il y a quelques minutes. On a suivi. Un décret. Le décret porte création, organisation et fonctionnement du comité d'organisation locale du championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN Total 2020, et de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total 2021. Placé sous l'autorité du ministre des Sports, le COCAN 2020-2021 a pour mission d'assurer la bonne organisation du championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN Total 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, en collaboration avec la commission d'organisation mise en place par la Confédération africaine de football, conformément au cahier de charges et relatif. Alors, le décret lui-même, il a 6 pages. On voudrait juste vous faire connaissance de ce que le président de la République a pris cette décision dans nos différentes émissions d'information, notamment nos journaux bilingues à 20h et déjà dès demain, la Good Morning Cameroun. On reviendra certainement en détail dans du moins sur cette décision-là. On prend la transition et on entre en plein dans le premier thème de ce soir. Évoquons donc la situation sociopolitique du Cameroun pour parler éventuellement des leviers et de l'apaisement, si tant il est vrai qu'il y en aurait. Nous allons donc les analyser en observant que ce soit sur le plan national ou alors international, il y a les différentes parties qui se déploient, d'aucuns pour mettre un peu plus de pression. Le gouvernement qui essaie de rassurer les partenaires et même la communauté nationale, pendant que sur le terrain, tout au moins dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la situation est peut-être maîtrisée, mais semble toujours assez critique pour ceux-là qui ont pris les armes. Cela dit, Didier Yimkoa, de prime abord, avez-vous le sentiment qu'on commence à entamer une phase de déclin dans ce conflit-là, au regard de l'ambiance générale? D'abord, Aristote a dit ceci, les choses m'ont instruit d'elles-mêmes. Elles ne m'ont point appris à mentir. Donc je ne parlerai que des faits, rien que des faits. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui d'une décrispation de la scène politique camerounaise. On a vu la sortie du Premier ministre. Ça a été quand même... il a reçu un accueil populaire. Si je fais une comparaison avec ses prédécesseurs, ou bien son prédécesseur,
Il a eu un accueil chaleureux au nord-ouest, au sud-ouest. Il a tenu un discours vrai. Il a dit qu'il était le héros, je veux dire le missionnaire du chef de l'État, et que le chef de l'État était prêt à un dialogue inclusif. On devait parler de tout, c'est vrai, sauf des questions de sécessionnistes. Le temps que nous chantions, que nous acclamions, subitement, il y a son ministre de l'Intérieur qui allait, je crois, dans une autre chaîne internationale, tenir un autre discours. Et cela, ça me rappelle une réflexion assez scientifique d'un monsieur qui, à l'époque, était hors de la flaque d'eau. Je parle du professeur Luc Sindou. Sa leçon inaugurale, magistrale, le Cameroun dans l'entre-deux. Le Cameroun dans l'entre-deux, ça veut dire certains, ceux qui sont moins vertueux, parlent de la roubladise, d'une évolution à tête, je veux dire, à visage découvert. Et là, on place le Cameroun dans une situation inconfortable. On ne comprend plus rien. J'ai suivi certains Irak, ou bien Irak, tu référais du RDPC, dit que c'était le même discours, mais je ne pense pas que c'était le même discours. Je suis allé au RDPC, hein. Mais il arrive un moment où lorsque vous dansez avec l'aveugle, il faut de temps en temps le toucher pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Donc allié ne veut pas dire aliéné, monsieur, encore, parce que vous avez un regard qui me fusille. Comme ça. Il est surpris de votre position sur le plateau ce soir. Je suis du FSNC. Nous ne sommes pas jumeaux avec la RDPC. Nous avons notre regard. J'ai juré ne dire que la vérité. Donc c'était un discours flou. On n'avait pas besoin en ce moment de ce type de discours. Ça c'est quelque chose qui a été théorisé de façon, dans une démarche heuristique du professeur Lutti. Le Cameroun dans l'entre-deux, ça ressemble à de la roubladise. On n'avait pas besoin de cela aujourd'hui. C'est vrai que le PM parle au nom du chef de l'État. On ne peut pas revenir dire qu'un membre du gouvernement de cette posture, à cette position, la ministre de l'Intérieur, parle à son nom. La preuve, c'est qu'en plaçant le chef d'État comme arbitre, nous on attend toujours l'arbitrage du chef de l'État qui nous dise exactement ce dont il a besoin pour apaiser la situation politique qui est crispée, il faut le dire aujourd'hui. Merci. Donc voilà où nous sommes. Nous attendions évidemment la feuille de route parce que le temps nous tient à la gorge. Le temps aujourd'hui est le véritable obstacle, puisque plus le temps passe, il y a des morts, il y a des sangs qui coulent, on n'en a pas besoin. Donc nous attendions aujourd'hui une feuille de route, nous attendions un agenda bien clair, les thèmes à débattre, quand il faut débattre, avec qui il faut débattre. C'est vrai qu'on n'ira pas chercher les gens en Mars ou bien dans la planète Jupiter pour venir discuter des questions du Cameroun. On sait que les institutions sont debout, on sait que nous avons des élus, nous avons les députés, nous avons les sénateurs, nous avons les chefs traditionnels. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on devait déjà avancer, on ne devait plus être en train de spéculer sur un éventuel dialogue. Donc je pense que s'il faut aller, il faut aller vite. Merci. Il faut tenir un discours vrai. Diko Mbonjo, vous entrevoyez des signes, des lueurs d'un apaisement? Je voudrais rebondir d'abord par rapport à ce que mon copanéliste vient de dire. Pour appuyer que ce que nous avons vu avec le Premier ministre et son ministre de l'administration territoriale est le style de Biya. C'est sa marque de fabrication. C'est en 83 qu'il annonce que les Camerounais n'ont plus besoin d'aller au maquis pour dire ce qu'ils ont à dire. On a parlé de la CAN 86. Je l'ai suivi à Kondengi comme UPCiste. Fallait-il que je retourne au maquis pour que je n'aille pas à Kondengi?
Mais c'est comme ça que Biya a géré le Cameroun. Quand il ouvre une fenêtre, une porte se ferme derrière. Du coup, les Camerounais sont comme otages de cette façon de faire. Dire aujourd'hui qu'il y a une avancée serait un leurre. Et je voudrais ensuite dire que cette façon de faire, il n'a pas volé. Il l'a apprise de ses maîtres. Quand on a un adversaire et qu'on veut faire la paix avec lui, on discute avec l'adversaire. Je suis étonné des cris qui sortent de partout aujourd'hui pour dire, dans cette affaire des anglophones, on n'a pas de personnes avec qui on veut parler. Mais quand on veut arrêter les gens, on sait où, on sait qui arrêter. Mais c'est avec ces gens-là qu'il faut parler. C'est comme ça que les colons ont traité l'UPC à partir de 1955. Ils étaient de bons patriotes, ils disaient de bonnes choses, mais ce n'étaient pas des interlocuteurs valables. Cette façon de faire la politique n'est pas bonne. Quand on fait la politique, il faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas les mêmes positions. Cette différence de position peut s'aboutir et arriver à des situations extrémistes comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Une partie des Camerounais prend les armes pour lutter, pour faire triompher sa vision des choses. Si le président de la République pense que ces petits se sont trompés, il les prend, il parle avec eux, on arrête un dispositif pour amener la paix et derrière, on met des actions de suivi. Quand nous avons dit ça à la veille de la tripartite, qu'il ne fallait pas que l'opposition aille à la tripartite parce que c'était un jeu de dupes que Biya leur proposait, nous n'avons pas été écoutés. Un certain nombre de partis sont allés, ils ont arrêté les choses. Et comme les chefs bandits dans les westerns, on a vu que tout de suite après, tout ce qu'on a arrêté n'est pas entré en application. Et on va recommencer 30 ans après. Ce n'est pas très sérieux. Sosthène Médard. Mais sur l'apaisement. Hein. Oui, sur l'apaisement, je souhaiterais, au moment où nous abordons cet aspect purement politique de la discussion du débat, que vous me permettiez de m'acquitter d'un devoir de droit de réponse. Il se trouve que sur votre plateau, ici en plateau de STV, moi je suis un jeune quinquagénaire, la personne doit être peut-être aussi un jeune quadragénaire, donc il y a un écart d'environ une dizaine d'années. Ce que je veux dire, c'est que M. Herman Okol était sur votre plateau il y a quelques semaines. Ici, il a fait une affirmation qui n'est pas juste. J'ai senti qu'il avait néanmoins du respect à mon endroit. Mais il a fait une affirmation qui n'est pas juste. Qui est le directeur du cabinet et le responsable de la communication langue française du candidat ou alors du président du PRCN Cabral Libye pour la gouverne de notre pays. Mais à l'époque, ce n'était pas au nom de ce parti, c'était au nom d'un autre parti, je crois bien. Il était candidat à la présidentielle sous les couleurs du parti Univers. Très bien. Et, parti Univers. Oui. Convondo. Voilà. Et il a dit ici que je le connais très bien parce que j'étais directeur d'une radio où il était l'un de mes collaborateurs engagés, très actif d'ailleurs. Et je dois dire qu'il a dit ici que c'est moi qui avais amené M. Libye au MRC. Non. Je n'ai rencontré ce monsieur de visu que 3 fois dans ma vie. Une fois en plateau sur une chaîne qui est à Yaoundé, il faisait une chronique. Une autre fois, il était au siège du MRC, le 10 février 2016.
Et une troisième fois, c'était après mon installation comme secrétaire de la Fédération départementale MRC d'Union Ekele. Là, nous nous étions rencontrés comme de façon fortuite au rond-point Loncac. Voilà, 3 fois. Je ne l'ai pas mené. J'amène des dizaines de personnes, des centaines parfois au quotidien au MRC, parce que je suis le point focal. On m'appelle de partout, des 5 continents. Donc, en fait, c'est l'information que vous voulez démonter ce soir. Oui, il a dit, c'est faux et archi faux. Je dois dire que sur ce plan-là, M. Libi était un 10 février 2016 au siège du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, où il a fait des déclarations que lui-même il a réunies le lendemain. Il s'est retrouvé sur le plateau le lendemain, le 11 février, sur le plateau de M. Ocol. Et c'était un rétropédalage digne de certains politiciens. Mais si ma mémoire remonte. Donc sur ce plan-là, aucune rencontre. Et je me souviens que vous aviez à l'occasion fait une publication sur votre page Facebook. Oui, je suis. À l'époque. Oui, je suis le patron de la communication du MRC. Qui semblait annoncer tout au moins la présence de Cabral Libi. C'était... Oh, vous faites une bonne relance, on appelle ça en journalisme relance. Ah là, je prends les points du prof, merci. Oui. Je rappelle que vous êtes enseignant, il faut le dire. Je suis enseignant des sciences et techniques de l'information de la communication. Absolument. Oui, ce 10 février 2016, il était venu comme Mathias Eriko Nanguéné, comme Stéphane Akoua, comme d'autres personnes, pour une table ronde qu'avaient organisé les jeunes du MRC par rapport au 11 février. Une table ronde. Et son thème n'avait même pas trait, d'ailleurs, au MRC. Ça avait trait à la jeunesse, certes, mais pas au MRC. Et lui-même a déclaré, là, en public, il y avait des journalistes, d'ailleurs, Ongba Akio Juda, votre confrère de Yaoundé, il était à Tbilissi à l'époque, il est aujourd'hui à Ibiwan, il y a aussi à Tangana, je crois, qui était à la RTS. Il n'y avait pas de scène de télévision. Effectivement, moi, j'étais d'ailleurs arrivé en retard. Mais je suis arrivé au moment où il fait son intervention. Il a dit aux jeunes du MRC devant tout le monde, je m'engage avec vous dans vos rangs. Je m'appelle Lipot Sosten Meda. Je suis un pot. Parce qu'il y a les bassins pour bâtir, je suis un pot. Et j'appartiens à une famille du Mbok. Ce que je dis là, si je manque le Ndjek me mange dans moins de 9 jours. Merci. Il a dit, attendez, juste parce parce que j'ai entendu des choses beaucoup bizarres, permettez-moi, sur le net. C'est peut-être dans la suite de ça qu'il y a eu des informations. Ah d'accord, il y a eu une déflagration sur le net. Et puis, à 18h, j'entends des gens m'appeler au téléphone. Mais vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Moi, j'étais avec Maître Sim, Sa Majesté Bilo Ifa, qui est au Juda Kounengi. J'étais avec eux et on était en train de rentrer, mais on s'est arrêté quelque part chez un ami politique. Et les gens m'appelaient pour me dire, ils ont entendu ceci à la radio, mais pourquoi nous on n'en parle pas? Je leur ai dit, non, attendez, un parti politique, ça ne communique pas forcément rapidement. Ça, voilà. Et après 19h30, j'ai fait donc quelque chose qui était d'ailleurs à sa faveur. Comme pour dire, comme Paul Biya, mais c'est encore adressé au NDPC. C'est ou encore, ça commence par Wo. Non, c'est Wo encore. Ah bon, vous savez, c'est parfois difficile. Toutes mes excuses de prononcer dans la langue du locuteur. C'est pas évident. Non, encore c'est différent. Je m'appelle Wo encore. Ah donc Wo, fils d'un corps. Ouais, voilà. Voilà, très bien, merci beaucoup. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est un terme méchant contre ce terme d'ailleurs, j'allais dire élogieux. Mais dès le 11 février, d'abord, ce soir-là, semble rétropédalage. Le lendemain, rétropédalage parfait. Donc, sur ce plan-là, je vous dis, soyons des hommes politiques sérieux. Les rétropédalages en moins de 24 heures ou en quelques heures, ça ne nous arrange pas forcément. Pour répondre à votre question concernant précisément, vous la voulez sur quel angle notamment? Je vous laisse le choix de l'angle. L'intérêt, c'est de savoir si vous percevez des signes ou quelques lueurs par rapport à un certain apaisement regardant la situation sociopolitique je suis sceptique. Du Cameroun en ce moment. Pas forcément pessimiste, mais je suis sceptique. Au moment où je vous parle, une guerre civile qui était larvée est devenue réelle. Les Peuls, qu'on appelle Fulani du Nord-Ouest, sont en conflit ouvert avec les Bantous et semi-Bantous de la zone, qu'on qualifie d'être ici des Amaboys. Des vidéos envoyées d'ailleurs par nos soldats, oui, parce qu'on voit bien que c'est eux qui filment la scène montre que certains ont des machettes et vont brûler des cases
Et les soldats disent qu'ils n'y peuvent rien et que c'est douloureux. On savait déjà qu'on avait une guerre civile parce que c'était l'État du Cameroun contre des gens qui disent qu'ils veulent la sécession. Et l'État a-t-il déjà déclaré la guerre dans cette... Je rappelle ici que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est radicalement contre toute option de sécession. Par contre, tout débat sur la forme de l'État, à notre avis, est ouvert. Et je dois dire ici que ce pessimisme-là, oui, c'est presque du pessimisme, ce scepticisme qui s'apparente même à un pessimisme, est d'autant plus accentué que les voix sont discordantes. Entre un monsieur qui est un Premier ministre, qui, même à travers le visage, présente une bonhomie, une grandeur d'esprit et une réserve qu'on peut qualifier d'exemplaire, et un bouillonnant et surtout belliqueux ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui, rappelez-vous encore, ce même personnage, quelques semaines après que les avocats et les enseignants du Nord-Ouest eurent marché à Bamenda et qu'ils eurent été fouettés par des gens qui leur demandaient de chanter que le CPE dépasse l'advance, le bachelor degree ou l'advance level et qu'on sort humilié. Moi j'ai vécu à Bamenda, je sais à quel point ces gens-là respectent les avocats. Et c'est ce même personnage qui était allé là-bas et qui avait été exfiltré. En fait, du milieu, il avait failli être tué. Dieu merci, il n'a pas été tué à cette occasion-là. Il a été exfiltré par nos forces de défense qui ont fait cette fois-là valablement le travail. Et je dois dire que c'est le même personnage qui appartient au clan de Ngongo, le secrétaire général actuel de la présidence de la République, le clan d'un point de vue des oligarques du régime, parce qu'il y a plusieurs clans d'oligarques. C'est lui qui va dire le contraire de ce que le Premier ministre a dit et qui se sent obligé de le blâmer. Et cela est publié d'ailleurs, même d'ailleurs... Je peux mettre une autre relance, avant que Samuel Aîné ne prenne la parole. Dans l'enchaînement de ces faits-là, et j'avais déjà posé la question à l'époque, il y a évidemment le Premier ministre qui est descendu, il y a eu la sortie du Minat sur France 24, oui. Et puis après, il y a quand même eu la sortie du secrétaire général adjoint du comité central, non moins ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ronan, qui est un peu comme venu rétablir la prééminence de la parole dans ce débat. C'était chez nos confrères de Canal 2. Je m'en souviens encore. Voilà, mais je veux dire, malgré tout cela, pourquoi tout le monde insiste et veut faire porter le chapeau essentiellement à Tangandji Paul? La question est pertinente. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la première fois, pratiquement, en l'exception du poste. Vous savez que chez nous, les ministres occupent plusieurs grades. Secrétaire d'État, ministre délégué, ministre d'État, vice-premier ministre, Premier ministre, j'allais dire. C'est la première fois que un Camerounais originaire du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest occupe un ministère de souveraineté de cette envergure. Ce n'est pas anodin, c'est même inédit. Est-ce pour autant que ça met ses propos au-dessus de ceux du Premier ministre? On va terminer pour donner la parole. Oui, en fait, les premiers ministres du régime Biya sont les premiers des ministres sur le plan protocolaire. Ils ne gouvernent pas. Est-ce qu'un Premier ministre gouverne moins que son ministre? Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun est délégataire. Merci, Sosten. Est délégataire du président qui n'arrive même pas à lever le bras. Merci. Pour signer. Donc, vous voyez donc qu'il y a un problème à ce sujet-là, effectivement. Merci. En réalité, on a le sentiment, pas le sentiment, c'est la réalité, c'est davantage une sorte de Merci. De poupées manipulées. Merci. Donc, alors, il n'y peut rien, mais je dois préciser ici que le MRC, depuis le discours de Maurice Kamto le 10 décembre 2016 à Ngaoundéré, avait préconisé un dialogue en 2 étapes. On entre en détail tout à l'heure. Donc, un dialogue au Cameroun, et ces mesures-là n'ont pas été écoutées. Merci. Récemment, on a plutôt piqué l'affaire du désarmement, mais comme ils n'ont pas le logiciel, ils sont passés à côté. Merci. Alors, c'est un encore. Alors, d'abord 2 questions. Note que ça fait
20 minutes. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps de parler seul. Vous aurez le temps de parole. Il a décidé tous les problèmes au-delà de ce qu'on lui a posé. Vous aurez le temps de parole. Laissez-moi faire la police. Laissez-moi faire la police de la parole. Voilà. Alors, je voudrais faire quand même deux relances. Quelques minutes. D'abord, lui, le prof Sostène Médard dit que nous sommes déjà en situation de guerre civile à la zone. Avez-vous la même conviction? Et puis, deuxième élément, pour revenir sur la question d'entrée à tout le monde, ne voyez-vous pas des prémices d'un apaisement, des signes qui pourraient montrer éventuellement que d'ici à court terme, à moyen terme, on pourrait sortir de ce vilain engrenage-là? Nous ne sommes pas déjà en guerre civile, mais nous avons des actes de violence posés par les sécessionnistes, les gens qui ont pris les armes contre la nation. Parce qu'il faut se le dire. C'est pour ça que je vous ai envoyé une image là. Je ne sais pas si vous pouvez me la diffuser. Erin Gando, bon. Voilà. avec ta diligence, Je voudrais, avant de parler, avoir cette image là. Nous avons un réalisateur assez efficace qui va nous la mettre à l'antenne tout à l'heure. Je voudrais qu'on soit des Camerounais. Alors, elle est... Voilà le Cameroun. Est-ce qu'elle est... Oui, c'est exactement ça. C'est exactement. Bon, vous pourrez regarder d'ici, comme ça, faire des commentaires. Voilà le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun allemand. Avant la guerre avant la défaite des Allemands en 1918. Je t'en prie, si on peut garder la carte. Voilà ce qu'était. Je voudrais que les téléspectateurs voient ça. Voilà ce qu'était le Cameroun sous le protectorat allemand. Parce qu'avec les Allemands, on a signé un protectorat. Vous voyez bien que Enugu est dans le territoire camerounais. Jusqu'à... vous regardez en bas, Maïdougouri, même à l'ouest, Maïdougouri est dans le territoire camerounais. Vous regardez en bas, vous trouverez que jusqu'à Minvoul, c'est-à-dire Bitam, Oyem, Minvoul, jusqu'à Minzik, c'est camerounais. Vous voyez que vers Ouesso, vers le Congo, Ouesso, c'est camerounais. Le village, c'est Sungesso. La ville natale. Wow, la ville. Village, oui. Non, il est en village, c'est sa ville d'origine. Donc, bref, c'est pour dire que, et vous voyez même à l'est, c'est-à-dire du côté centrafricain, il y a des zones, et tout ça, c'est les pays colonisateurs qui nous ont envahis après la guerre, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France, qui ont découpé le Cameroun. Si vous faites le voyage à Libreville, comme la route Libreville-Yaoundé-Goudronné, si vous faites la route là en voiture, vous trouverez la frontière allemande qui est encore marquée. Je félicite le gouvernement gabonais qu'en construisant la route, ils n'ont pas détruit les poteaux en ciment de la frontière Cameroun, Allemand et Gabon. C'est après Mindik, c'est-à-dire Bitam, Oyem, Minvoul, Mindik, c'est camerounais. Voilà. Donc, et vous voyez à l'est, bon, quand ils ont fait la fameuse élection où on demandait aux gens, alliez-vous au Cameroun ou bien au Nigeria, les gens de Maïdougouri, les gens de Enugu sont partis, se sont retrouvés, sont tous au Nigeria. Et une partie du sud Cameroun, côté congolais, a encore été bouffée toujours par le colon français. Voilà. Donc, voilà le Cameroun allemand. Je dis ça pour dire que je ne suis ni francophone ni anglophone. Appelle-moi même Fang, parce que je suis un homme de la forêt. Appelle-moi Bororo, appelle-moi Kirdi. J'accepte, parce que c'est la réalité camerounaise. Nous sommes en train de vouloir... Si nous aimons notre pays, voilà le Cameroun. Nous sommes en train de diriger notre pays à partir des importations coloniales, francophones, anglophones. J'étais jeune cadre bancaire. J'étais l'un des premiers Camerounais à servir en zone anglophone, quand tout le monde fuyait là-bas, parce qu'il n'y avait aucune route goudronnée. Le seul tronçon de route qui était dans cette zone, c'est Douala-Limé. Parce qu'il y avait la CDC et la Sonara. Quand moi je deviens directeur de crédit à la Cameroun Bank, j'ai 27 ans.
Je refuse la nationalité française où une banque française me demandait de prendre la nationalité sortie d'une école de banque française. Je dis, je rentre chez moi travailler, servir mon pays. Voilà ce pays que nous sommes en train de détruire sur la base de l'imaginaire. Parce que ce qui nous divise aujourd'hui, enfin ce qui crée la guerre, n'est pas un problème insoluble. Parce que quand ce désordre-là a commencé, les enseignants ont fait des revendications. Les avocats ont fait des revendications. Ils ont même fait des marches. On les a laissés marcher, malgré ce qu'en pensent certains. Mais on les a laissés marcher. Le chef de l'État a ordonné au Premier ministre de l'époque, M. Yang, Premier ministre Yang, de mettre en place 2 commissions. Les commissions, les revendications sont parties de 12 revendications à plus de 30. Et on a commencé à trouver les solutions. Ça n'a pas suffi. Parce qu'il y avait un plan caché. Parce que si ce n'était que c'est parce que tout passerait si les gens avaient dit oui, on a fait des revendications, on n'a pas tenu compte de ça. Je prends un exemple comme le texte WADA, où disait que le texte n'est pas en anglais, on leur a sorti le texte en anglais. Le texte de WADA, ils ont dit que le texte n'est pas en anglais, on a sorti le texte en anglais. Même si on dit que c'est l'ancienne version, mais ça ne coûtait rien d'adapter la nouvelle version. Il y avait que certains articles qui ont été modifiés. Bref, les gens ont cherché la petite bête, les gens avaient un plan B. Et ce plan B, nous savons tous que cette sécession, c'est une sécession. Elle est financée par des gens qui veulent déstabiliser le Cameroun pour des intérêts économiques. Il faut qu'on se le dise. Il y a des gens derrière, il y a des gens qui ont signé des conventions avec ces sécessionnistes-là. Bon, mais le président est resté ouvert au dialogue. Le problème du dialogue n'a pas commencé aujourd'hui. Le président est resté ouvert au dialogue puisqu'on a envoyé des missions. La mission du Premier ministre actuel n'est pas la première mission gouvernementale qui va dans le nord-ouest et le sud-ouest pour dire aux gens quels sont les problèmes. Voilà les solutions. Essayons de nous entendre. Ce n'est pas la première mission, c'est la énième. Et je voudrais dire, pour le féliciter, le Premier ministre, que le travail qu'il a fait un travail de titan. En quelques jours, il a parlé aux gens, mais la preuve, ces gens n'écoutent pas. Voilà la situation qui se passe. Moi, je voulais noter ça. Les Bororo, qui sont des Camerounais, parce que tout Camerounais est Camerounais. Chez lui, c'est parce que je voulais qu'on voit la carte là. Moi, je dis que appelez-moi Bororo, appelez-moi Kirdi, appelez-moi tout ce que vous voulez. Mais je suis ni francophone ni anglophone. Parce que je parle allemand, je parle espagnol, je parle français, anglais. Je suis quoi? Laissez-moi ces affaires francophones, anglophones. Ça, c'est des faux problèmes. Qu'on pose les vrais problèmes de notre pays. Les problèmes de développement de notre pays. Aucun problème n'est au sud-ouest et au nord-ouest qui ne se trouve dans les autres régions du Cameroun. Les problèmes de développement que nous avons dans toutes les régions se retrouvent dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et qu'on discute de tous ces problèmes-là. Donc, oui, moi je suis ancien directeur de crédit de la Cameroun Bank, qui est une banque d'État. Une banque d'État à 100%, qui avait les agences dans toutes les villes du nord-ouest et du sud-ouest. Toutes les villes. On ne regardait pas économiquement si c'était rentable ou pas. Mais l'État voulait créer une activité économique dans cette zone-là. Et j'en ai été directeur de crédit. J'avais 27 ans. Et je connais toute cette zone-là. J'allais partout, j'allais jusqu'à... On a voulu mettre une agence à Akwaya. J'ai attiré l'attention de la direction générale en disant, vous ne pouvez pas mettre une agence à Akwaya parce que pour aller à Akwaya, je dois d'abord traverser le Nigeria. Alors la sécurité, il n'y a pas de sécurité en matière de manipulation de fonds. Donc voilà comment j'ai fait tout ça. On parle aujourd'hui de la ring road qui est une réalité. À l'époque, c'était imaginaire. C'était parti de Manfait jusqu'à Bamenda en voiture. C'était la forêt. Aujourd'hui, c'est une route goudronnée. Manfait, Bamenda, la ring road existe. C'est une réalité. Ces réalités-là, beaucoup de régions ne les ont pas. Bon, parce que s'il faut qu'on discute
Parce que tout le monde fait comme si les anglophones étaient les plus maltraités. Mais le vrai problème, c'est le problème, le système anglo-saxon. Bon, il faut l'adapter. Le code CIMA qu'on attend d'ailleurs encore. Hein. Le code, non, pas le code CIMA. Pas le code, non, le OHADA est déjà là. Le texte OHADA est déjà là. Le code CIMA, bon, je ne sais pas s'il n'est pas encore là. Je ne suis pas des assurances, mais je sais que la plupart, la plupart des textes légaux au Cameroun sont, sinon tous les textes légaux au Cameroun sont en français et en anglais, systématiquement. Il peut y avoir certains manquements mineurs, mais qui ne peuvent pas être une raison pour faire la guerre, prendre les armes contre sa nation. Et je vais vous dire, je prends les États-Unis, qui veulent nous faire des leçons aujourd'hui, où les Camerounais s'organisent et financent la rébellion étant aux États-Unis. Ils ont ces gens-là chez eux. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Espagne, personne n'a accepté la sécession chez lui. La guerre de sécession a duré 10 ans aux États-Unis. Je dis bien 10 ans, avec des dégâts énormes. Mais le président est ouvert au dialogue, pas à la guerre. Les gens prennent les armes, je vous prends les derniers armes. Voilà les gens qui n'arrivent plus à poser des actes de guerre. Mais ils prennent les armes pour aller attaquer des pauvres éleveurs bororo dans un village dans la Menchoum, dans l'arrondissement de Woum. Ça s'est passé le 30, il y a 4 jours. Ils ont brûlé tout un village. C'est de ça que vous parliez tout à l'heure. C'est ces sécessionnistes-là qui n'arrivent plus à poser des actes de bravoure, mais ils vont s'attaquer à des faibles personnes, des gens qui ont été victimes du lac. Lorsque le gouvernement a réinstallé dans un camp, une zone de campement, dans une zone de campement dans le Woum, ils sont allés brûler tout un village. Attention, vous ignorez les faits. Je ne vous ai pas intervenu. Ça, c'est les faits réels. Non. Ça, c'est les faits réels. Ce n'est pas les faits de tout le quartier. Non, s'il vous plaît. Je dis les faits réels. Ça, c'est les faits réels. Parce que, s'il vous plaît. Relativiser. Non, je ne relativise rien. Je donne des faits réels donnés par le gouverneur de la région du Nord-Ouest. C'est l'autorité locale du Nord-Ouest. La source officielle n'est pas toujours la source officielle est la plus crédible. Votre source n'est pas crédible du tout. La source MRC n'est pas crédible. Alors, je suis en train de dire que voilà les gens qui disent qu'ils veulent et ils aiment leur pays, qui s'attaquent à d'autres Camerounais qui sont des paisibles éleveurs. Ils tuent, ils leur arrachent le cheptel, le bétail qu'ils ne peuvent pas amener. Ils le tuent et ils détruisent les maisons que l'État a construit à ces gens-là qui ont été déstabilisés avec les incidents du lac Nos. Pour terminer. Voilà, donc, pour terminer, je suis en train de dire que le gouvernement est ouvert au dialogue en permanence. Et je dis que il y a une hiérarchie juridique, même il y a une hiérarchie de rang. Quand un premier ministre, chef de gouvernement, parle, tout ministre, fut-il ministre d'État, fut-il ministre de quoi, sa voix ne compte pas. Et celui qui reprend le chef de l'État dans cette affaire, c'est le premier ministre, pas les gens qui parlent derrière. Merci. Et on m'a dit que la déclaration de Atanga, je ne sais pas, je ne l'ai pas regardé, on m'a dit qu'elle était antérieure à celle du Premier ministre. Mais pour créer le débat, les gens ont dit que Atanga a parlé, qu'Atanga a parlé avant. Bon, c'est vrai que l'élément était en direct. Voilà. On a dit que il a parlé avant, c'est ce que d'autres personnes m'ont dit. C'était après. Bon, bref, la primauté, c'est le Premier ministre qui parle au nom du chef de l'État. Oui, merci. Le propos de Wo, je l'ai beaucoup aimé à son début. Nous ramener à ce Cameroun-là, qui a fait que l'UPC écrit toujours le Cameroun avec K, parce que c'était cela la nation camerounaise. Et quand il a fini de faire ce bon rappel, il a commencé, comme les hommes de son camp, à tronquer l'histoire. Voilà. C'est bien
qu'on vienne poser le problème de la sécession parce que les instituteurs et les avocats ont marché il y a 3 ans. Quand on a arrêté Gorgé Dinka ici à Douala en 1983, il parlait de quoi? Je lui rappelle. Il parlait de la sécession. C'est un vieux problème qui a fait que le 1er octobre, depuis 30 ans, on a arrêté des gens tout le temps. C'était des sécessionnistes. Vous avez de la mémoire. Quand on est donc dans un pays comme ça, et que le président de la République, même s'il nous a fait faire une bonne avancée avec l'OADA, s'en va signer un traité dont la langue est le français, et comme une faute contre la nation camerounaise. Pourquoi? Parce que la langue de l'OADA, c'est le français. On a traduit ça en anglais. Non, j'ai dit que la langue, c'est le français. On a traduit ça en anglais. À partir de ce moment-là, il était fondé de dire que comme la langue est le français, on ne traduit pas en anglais. Et on a traduit en anglais. Oui, on a traduit en anglais. Et on a donné la copie en anglais aux gens qui... La copie en anglais était là. J'ai dit que... Elle était là. Le problème de la sécession au Cameroun est un problème réel qui a des racines profondes. Des racines profondes qui viennent de la supercherie, d'une double supercherie. D'abord, l'affaire de Fumban, de 61, qui a créé une république fédérale dont les contours n'étaient pas clairs. Ensuite, la grosse supercherie de 1972. Aïdjo s'en va à Bouéa. Visite officielle. Il va au Parlement fédéré de Bouéa. Il ne parle pas de l'unification. On est le 6 mai 1972. Il revient à Yaoundé, au Parlement fédéral. C'est là qu'il annonce que dans 3 jours, il va avoir un référendum. Ce n'est pas sérieux. Supercherie. Et j'ai dit, depuis que nous organisons les élections au Cameroun, pour quelle élection on a pu avoir les résultats 3 jours après le scrutin? C'est ça qui s'est passé en 72. C'est de la supercherie du vol. Le discours est du mois de février, hein. pas au mois de mai. Mais je dis le mois de février. Les élections sont passées au mois de mars. Le discours c'est en février. Je te dis. Non, tu te trompes. Je me trompe pas. Je me trompe pas. C'est pas en mai. Je dis que le discours est en février. Non, tu te trompes. Le discours est en février. Je dis donc que quand on a un problème comme ça, soit on décide de l'ignorer en l'étouffant. On étouffe. Notre pays a une vieille tradition dessus. En achetant les élites qui vont aller raconter n'importe quoi à leur population, avant d'aller danser à Yaoundé pour dire que nous sommes unis. Mais moi, je suis étonné. Quand on voit un vieux sénateur se lever et dire que le problème anglophone est un vrai problème, il faut en débattre. Depuis 1961, il était où? À 100 ans. Tant qu'il était en train de bouffer, le problème des anglophones n'existait pas. Donc, il y a des Camerounais qui posent ce problème depuis, parce qu'ils ont été traités comme des hommes, des citoyens de deuxième zone. Bon, j'ai retrouvé la date. Que le plan. Sur tous les faut pas plans. raconter n'importe quoi. J'ai retrouvé la date. Ça, c'est des faux discours. J'ai retrouvé la date dans les archives. Le 6 mai 72, Amadou Aïdjo annonce sa volonté d'organiser un référendum. Bien. Donc, vous voulez également réagir là-dessus? En fait, je voudrais qu'on évolue dans le débat quand même pour considérer maintenant les quelques éléments qu'on observe quand même. Il y a une forme de pression, par exemple, que met le MRC et un certain nombre d'autres partis politiques, pas que le MRC, de l'opposition également, qui effectivement demande un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes et à propos de tous les sujets. On a également vu que la communauté internationale, à travers notamment la dernière réunion qui a eu lieu tout récemment aux Nations Unies, qui tente de dire son mot là-dedans,
mais le gouvernement camerounais reste ferme, les bras croisés. Vous y voyez des pressions à l'endroit des pouvoirs publics, à l'encontre, je veux dire? À bout pour point, je répondrais oui. Oui. Il y a des pressions, j'appelais ça les inputs. Le président de la République, la nation camerounaise, reçoit assez de pression. On appelle ça les inputs. Et ce que nous attendons aujourd'hui, c'est les outputs. La réponse à toutes ces pressions-là. Si vous me permettez, je voudrais faire une digression. J'ai suivi le discours du camarade ou encore. Vous savez, en ce moment, en ces temps-ci-là, il faut éviter les discours révisionnistes. Il faut s'insérer dans la logique du Premier ministre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce monsieur qui a parlé de pardon plusieurs fois. Et d'ailleurs, le président de la République l'a rappelé, voilà, il y a des choses parlant du pardon également. Le camarade du Manidam l'a rappelé ici. Il faut demander pardon. Il faut éviter les discours révisionnistes, banaliser quoi que ce soit. J'étais à Kaili. Je suis allé travailler à Kaili. Je suis allé à la mairie de Kaili pendant que je fouillais un certain nombre de documents. J'ai découvert qu'en 1962, M. Amadou Ali était sous-préfet maire. Pendant qu'à l'époque, les maires étaient élus dans la région du Nord et Sud-Ouest. On ne peut pas évacuer comme ça là 40 ans de vie. Le problème anglophone n'est pas un problème de langue. Ce n'est pas un problème de langue. Et en plus, il ne faut pas banaliser et dire qu'il y a des problèmes à Banganté, il y a des problèmes à Bazou. Ouais. Il faut éviter ça. Si les Bazouais se rendent compte qu'ils ont des problèmes, bon, ils n'ont qu'à les soulever. Donc moi, je pense qu'il faut rester posé. Il faut rester dans le couloir du PM. Je ne veux pas t'interrompre. Je voudrais revenir sur la pression. Pour dire que, attends, je ne veux pas t'interrompre. Je dis qu'aucun problème ne doit amener un Camerounais à prendre les armes contre sa nation. Quel que soit le problème. Vous êtes militant du RDPC. Le Premier ministre est du RDPC. Ayez l'humilité de l'imiter. C'est tout ce que nous demandons. Ayez l'humilité de demander pardon, comme il a fait. Il est quand même Premier ministre. Même qu'on le considère comme le premier des ministres, mais il est quand même Premier ministre. Il a eu l'humilité de demander pardon. Le président a dit que le pardon est une pratique. Je voudrais revenir sur les pressions. Vous avez ouvert une brèche dans laquelle je plonge rapidement, mais je vais aussi en sortir. Ouais. Vous dites qu'il est le premier des ministres. Même comme si on le considère. Ça veut dire que par exemple... Mais il est le premier ministre. Ça veut dire que par exemple le ministre... Les adversaires du régime le considèrent comme le premier des ministres. Mais nous, il est premier ministre. Ça veut dire par exemple que le ministre de la formation professionnelle de l'emploi... Je dis qu'il est premier ministre. Pour nous, il est premier ministre. Il est le patron de mon président national. Ah ok, on s'est compris. Même comme les adversaires du régime le considèrent comme le premier des ministres. Je refais la brèche. C'est à leur aise. Mais il est le premier ministre, non, on le considère comme... Voilà. Bon, je voulais dire que par rapport aux pressions, oui, le président de la République reçoit des pressions. Il reçoit des pressions, je n'ai pas des inputs, c'est la qualité maintenant, la façon à réagir qui nous intéresse. Et puis, il y a quelque chose, la vie politique est polarisée par deux partis. Le RDPC et le MRC. Si on ne fait pas attention, ces deux partis-là vont nous amener vers le chaos. Il faut rappeler, c'est des faits. Il faut rappeler aujourd'hui que le professeur Kamto, qui organise ses marches tous les jours, est un pur produit du système. Il se bat contre le régime. Il a un seul adversaire, l'hégémon central. C'est quoi le système pour vous? Vous êtes journaliste, vous êtes modérateur. Allez-y. Il se bat contre un système, contre un régime, s'il vous plaît. Il ne se bat pas contre le régime, contre le système. Il se bat contre un régime. Mais c'est le même système. Vous dites, il se bat contre le régime, mais c'est le même système. Il se bat contre un régime. Il s'est corrigé. Il se bat contre un régime. Il ne se bat pas contre le système. Le régime et le système dans lequel votre parti même est. Bien sûr. Voilà. Oui. Il se bat contre le chef d'État. C'est pour ça qu'il organise. Il fait dans la surenchère, parce que c'est marche blanche, grise, je ne sais pas quoi. C'est le sujet ou on va y revenir? La surenchère. C'est la pression. Parce que nous sommes dans les pressions. C'est les pressions. Les marches, c'est la surenchère. Nous sommes dans le volet pression interne. Les marches, c'est la surenchère. C'est les pressions. On évolue dans le débat. Parce que M. Kamto veut se positionner aujourd'hui comme celui-là
qui représente l'alternative crédible. C'est pour ça qu'il est prêt à tout faire, à tout prix, à tous les prix, pour pousser, peut-être, je ne sais pas, son hégémon central, son seul adversaire, à réagir. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas faux. C'est un pur produit du système. Je dis bien système, je ne parle pas du régime. Il a été pendant 7 ou 8 ans ministre. Comme le RDPC, comme on dit que le RDPC a ses sous-préfets, certains sous-préfets, mais lui aussi il a la base, pardon. Ah bon? À la base. Oui, le MRC a sa base. Non, le MRC, je parle sur le contrôle de Sostène, mais là, ça en est toujours j'avais dit, détaché. Lorsque nous vous porterons plainte, assumez vos propos. Hein? Le tribunal est là pour ça. Oui, assumez vos propos. Ne dites pas que vous n'avez pas dit ça. Allez-y, Didier. Vous comprenez? Le tribunal est là pour ça. Non, on n'a Je pas voulais dit juste ça. m'assurer qu'il est à l'écoute. Lorsque Oui, nous porterons ceci. plainte, assumez vos propos. Quand on regarde par exemple les marches, le saccage des ambassades avec les tricots de Camto, nous on n'a jamais dit que la base était un parti ou bien une entité du MRC. C'est ce que je dis. Mais la base soutient le MRC. Vous ne pouvez pas dire non, c'est des faits. Et donc vous dites que le MRC serait Vous dites responsable que- des actes de la base? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Je dis très bien que Fallait cette la clarification. base soutient le AMC. Vous voyez, c'est la brutalité qui est l'essence même, ou bien le carburant d'un système néocolonial. La brutalité. C'est cette façon de faire la politique-là que nous disons que non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que le champ politique camerounais est polarisé par deux partis. Il faudrait à un moment donné que les gens-là se tiennent et disent que ben non, il y a le Cameroun réel, il y a le Cameroun légal. Le Cameroun réel, c'est plus de 6 millions d'électeurs qui souffrent de cette polarisation du champ politique. Il y a d'autres partis politiques. Il n'y a que le RDPC, il n'y a que le MRC. Mais à un moment donné, on ne peut pas parler des discours et les gens continuent d'organiser des marches. Merci. Sostène Médéa sur la pression interne, externe. Vous, au MRC, vous maintenez la pression, c'est bien cela? Oui, nous maintenons la pression. Je dois En fait, vous dire ici que Pression pour dire c'est dans le jeu politique. le samedi 8 juin prochain, il y aura une grande marche à Vous Yaoundé. savez bien qu'elles sont interdites, non, ces marches? Qui a interdit? Les responsables locaux de l'administration territoriale, C'est qui précisément? Les sous-préfets. Douala premier, par exemple. Douala La marche du 8 juin n'aura lieu qu'à Yaoundé. Si celui de Douala est interdit... Non, je veux dire justement pour le 1er juin. Ça avait déjà été interdit, et puis je crois que les autres aussi sont interdits. Il est interdit d'interdire selon les Nations Unies par rapport à une manifestation. Ce que je veux dire, et nous avons ratifié cela. Je commencerai par ces propos. Je tiens à vous dire ceci, monsieur du FSNC, vous êtes du parti de monsieur Thiauma, n'est-ce pas? Vous croyez sincèrement que, quand vous dites que nous sommes du même système que vous-même, ça ne vous amuse pas dans votre fort intérieur? Vous ne vous moquez pas de vous-même? Ce que je veux dire Vous avez ici, été ministre dans ce système, non? ce que je veux dire ici, Oui ou non? je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire Je parle de ministre. de l'État. Je ne parle pas de Je fonctionnaire. ne suis pas contractuel, Non, en je suis réalité, fonctionnaire. L'État n'est pas un parti politique, monsieur. Arrêtez qu'elle dit vous avez été ministre, c'est pas le professeur On Maurice parle du Kamto. ministre. On va arriver, on va arriver. Oui ou non? C'est des faits. On va arriver au ping-pong. Monsieur Kamto, je ne suis pas là pour parler exclusivement de lui, mais je tiens à vous dire que Monsieur Kamto devient ministre du fait de la poursuite de l'affaire de Bakassi. Ben, il a été ministre. Rien à voir avec votre parti ou le parti de votre allié, rien à voir avec cela. Mais il a été ministre du gouvernement. L'auteur de Nommé par l'urgence, vous allez me laisser parler un peu. Ah ben vous, Didier, s'il vous plaît. Souffrez, s'il vous vous me plaît. posez des questions. Didier. L'auteur de l'urgence de la pensée est radicalement opposé à ce que vous dites et de ce que vous faites. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il va en prison. Ces gens l'avaient déjà foutu en prison à la BMM à l'époque. Ils savent de quoi il est question. Il y est heureux, il se sent bien là-bas. Et rassurez-vous, et de là, il se verra le peuple camerounais. Ce que je tiens à vous dire, les pressions externes. Moi, Vous êtes victime du complexe messianique. Didier, s'il vous plaît. je tiens à vous dire, vous confondez leadership et messianisme. Allez-y, Je vous Sostène. comprends, ça peut vous perturber. Évitons le ping-pong. Oui, Allez-y le dans la leadership, réponse. C'est moi qui le dis. C'est pas moi vous qui me ai la prêtez le parole. C'est moi qui ai la parole. Didier. Souffrez de me laisser parler. Je dis que vous souffrez du complexe messianique. Didier, je vous en prie. je Vous donne dites mon qu'il temps de sortira parole. de là pour nous sauver, il est Dieu. Didier, je vous en prie. Merci. Ben, c'est moi qui vous dis merci. Allez-y, Sostène. Il s'est calmé. Oui, je pense bien. Ce que je veux dire ici, les pressions externes,
L'UPCiste du Manidem l'a si bien rappelé. Je tiens à dire ici que le Cameroun n'a jamais été colonie d'une puissance quelconque. Ni l'Allemagne, ni le UK, United Kingdom, Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ni la France. Et que le Cameroun a toujours été comme une sorte de propriété, une sorte de la SDN, Société des Nations, ensuite des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. Et je tiens à dire ici qu'il y a comme un conflit entre le K et le C. Le K du Cameroun grand, mais je dois dire que ce n'est pas les Camerounais qui ont créé ce territoire. Et d'ailleurs, c'est les Allemands qui ont, de par leur conquête et de par leur négociation, obtenu un territoire d'environ 900 000 km². 900 000 km². Aujourd'hui, les Camerounais d'aujourd'hui ne peuvent pas se targuer d'aller arracher Oyem au Gabon. Ils ne peuvent pas dire qu'ils vont aller prendre Ouesso au Congo, Brazza. Ils ne peuvent pas dire qu'ils peuvent aller prendre Mundu au Tchad. Ils ne peuvent pas dire qu'ils peuvent aller prendre Maïdougouri au Nigeria. Ou alors presque le tiers de la partie nord de la Guinée équatoriale. Parce que ainsi va le monde. Presque aucun pays au monde n'a conservé ces mêmes frontières en 150 ans. Presque aucun. Les États-Unis ont commencé à 13, ils en sont à 50, peut-être ça pourrait s'agrandir. Ce que nous voulons dire, enfin il faut que les Camerounais se réunissent, dialoguent, pour eux-mêmes asseoir les bases, eux-mêmes, d'un véritable État camerounais. Et nos gens d'en face s'y opposent radicalement. C'est pourquoi ils ont ce discours si ambigu et surtout si belliqueux. Pendant que le président, le Premier ministre notamment, supplie. C'est vrai qu'on a vu des gens venir de Mbouda pour venir l'applaudir à Bamenda, pour faire croire que c'était les folles de Bamenda. Supplie pour dire, nous voulons négocier. Les sbires à côté et autres oligarques, et Sikernum d'ailleurs, eux, ils sont dans l'affrontement. Ils sont dans la guerre. Écoutez les propos belliqueux du CI. Donc, sur ce plan, les Nations Unies, qui ont été les seuls tuteurs, en réalité, véritables tuteurs de Cameroun, ont un mot à dire. C'est eux qui, définitivement, ont tout fait et défait. Lorsqu'il y a le grand Cameroun allemand, la perte de la guerre, et d'ailleurs qu'avant cela, il n'y avait que le comptoir de douane, le comptoir commercial. Rodos Camerounais d'abord, Rodos Camerounais, et puis après, le comptoir commercial. Ben, l'ONU n'avait rien à dire. Hein. La première fois que des gens estiment qu'il existe un État, les deux généraux qui ont gagné la guerre. C'est avec les Allemands. Je ne vous écoute plus. C'est avec les Allemands. Mais on n'a jamais été une colonie allemande. On était sous protectorat. C'est ce que dit qu'on n'a jamais été une colonie. Là, vous comprenez. C'est un contrat de protectorat. Voilà. Et pareil, plus tard, SDN, à la fin de la SDN, et maintenant l'arrivée de l'ONU. Ce que nous voulons dire ici, c'est que le discours d'arrogance de ceux qui sont en face, de ceux qui se disent être la majorité présidentielle, ils sont arrogants vis-à-vis des anglophones. Anglophone, ce n'est pas l'anglophonie, non. Ils parlent bel et bien d'un État anglophone. Peut-être que vous l'ignorez. En 61, avril 61, à l'ONU, une résolution est signée, adoptée, faisant de la partie anglophone du Cameroun un État, mais pas encore indépendant. Non. Vous faites des confusions. Non. Ne falsifiez jamais la vérité. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Et c'est comme ça que vous avez passé le temps à falsifier la vérité et l'histoire. C'est ça le problème. Et maintenant, il y a ce référendum ou cette élection, pour que le grand public, le plus grand, puisse comprendre, où on demande, voulez-vous être un État indépendant? Il y avait le Northern Cameroun et le Southern Cameroun, donc toute la partie anglophone, après que l'on nous a déjà rogné. On nous avait déjà enlevé la partie qui est proche du Tchad, où il y a beaucoup de pétrole, la partie qui est en Guinée équatoriale, où il y a aussi beaucoup de pétrole, la partie qui est au Gabon, où il y a du pétrole, du manganèse, beaucoup de bois, la partie... On avait là rogné, le Cameroun était devenu en fait comme une poule qui est à froid, refroidie par, c'est pas quoi, un hiver équatorial. Et c'est de cette façon-là, effectivement, et lorsqu'il y a le référendum, on demande donc
d'aucuns disent qu'il y a eu une combine, qu'on a séparé le Northern Cameroun du Southern Cameroun. Si on avait mélangé les voix, effectivement, toute la partie en question serait revenue. Alors, C'est pas une combine, c'est une tricherie. je voudrais ajouter à votre moulin. Donc, sur ce plan-là, J'ai regardé justement la référence que vous faites. ça permet. Oui, voilà. Et voilà très ce que bien. je lis. Oui, voilà. Évidemment, la source, c'est Google. Hein. C'est plus facile avec les... C'est un moteur de recherche. Mouvement sécessionniste. La résolution 1608 du 21 avril 61 de l'ONU exclut l'indépendance. Voilà. Exclut l'indépendance. Continuez, il n'a pas fini. De nombreuses revendications De quelle résolution sécessionnistes. De nombreuses résolutions 1608, donc 1608. De nombreuses revendications sécessionnistes s'appuient sur la résolution 1608 du 21 avril 61 de l'ONU pour justifier leur cause. Or, cette résolution n'a jamais évoqué une option d'indépendance pour les Elle n'évoquait territoires, pas l'indépendance, pour justement. les c'est ce que je territoires disais. qui ont librement choisi de rejoindre la Fédération du Nigeria et la République du Cameroun. Vous avez. Mais c'est ce que je disais. Il faut dire, tout commence en 59 Qui avait la parole? Attendez, Non, non, allez-y. Ne falsifions pas la vérité. C'est pas ce que vous avez dit. parce que vous dites. Non. Il y a pas Je vous d'État. en prie, je vous en prie. Il n'y avait pas d'État. Il n'y a pas d'État. Il n'y avait Vous pas m'empêchez de d'État. parler. Il n'y avait pas d'État. Sosten, prenez la parole. Vous m'empêchez de parler. Didier. Mais laissez-moi parler. Mais Didier, attendez, s'il vous plaît, vous allez parler après. Voilà. Allez-y, monsieur. Allez-y. Ce qu'on vient de lire n'est pas en contradiction avec ce que je suis en train de dire. Non, non, il y a C'est pas en d'État. contradiction. Donc, la résolution d'avril 61 reconnaît qu'il y a un territoire qui est un État, mais ce n'est pas encore l'indépendance. C'est pas un État. pas un État. C'est un territoire. Vous pouvez nous donner le score, C'est les pas- scores de Cette cette résolution. résolution n'a jamais évoqué une L'indépendance. option d'indépendance. Oui, elle n'évoquait pas l'indépendance. Pour les territoires qui ont Territoire, librement c'est pas choisi l'État. de rejoindre la Fédération du Nigeria et la Fédération du Elle Cameroun. n'évoquait pas l'indépendance, c'était déjà un État. C'était Ah, pas bon, un État. oh, s'il vous Non, plaît. non. Là, je vous arrête. C'était pas un État. Non, vous m'avez pas la- Non. C'est pas. Il n'a pas dit que c'est un État. Non, vraiment modestement, Non, c'est encore mon plateau. Bon, je voudrais. Permettez-moi de faire la police. Un État de caractéristiques. Monsieur, On peut pas parler. monsieur, je crois que vous confondez État et État indépendant. Non, État, non. Sosten. Un S'il vous plaît, État, s'il vous un plaît. État S'il vous plaît, indépendant. arrêtez je vous en aussi. prie. Un État indépendant. On est- Non, non, s'il vous non, plaît, non. arrêtez ça, Un non. État Ne vous indépendant. fâchez pas. ne vous Arrêtez ça fâchez ici, pas. monsieur. Non, Laissez-moi parler, non? un État Sosten Médard. indépendant. Alors, Samuel, je vous non, en prie. vous Donnez-moi comprenez je reprends la l'indépendance. parole une seconde. Voilà. Je reprends la parole Oui, une très seconde. bien. Est-ce que le Et Cameroun permettez- était un État en 58? Sosten Médard. Faux. Sosten Médard. Le Cameroun était un État en Sosten Médard. 58. Oui. Je vous en prie. Oui. Permettez que je me trompe naïvement. Oui, Teta. Je vais me tromper de bonne foi. Oui. À ma compréhension ici, et je vais d'abord reciter, cette résolution n'a jamais évoqué une option d'indépendance pour les territoires. Les territoires, pas les États, C'était des territoires qui ont sous mandat. librement choisi de rejoindre Fédération Nigeria et Fédération C'était du des Cameroun. territoires sous mandat. C'est quoi le nom de la résolution? La résolution 1608 C'est du quoi le 21 libellé? avril 1900, mouvement sécessionniste. La résolution 1608 du 21 avril 1961 de l'ONU. Et il dit exclut l'indépendance. C'est cette résolution-là. C'est là justement le point d'achoppement. Chacun tire la couverture de son côté. Et si Donc les- chacun fait du S'il révisionnisme vous en plaît. fonction de ses intérêts. S'il vous plaît. Et si le Southern Cameroun avait dit en 61, lors du référendum, pas lors de la résolution aux Nations Unies, que nous ne sommes pas avec vous. Mais tout au plus, cette Comme le résolution, oui, tout au plus, cette Voilà. résolution dit que le Southern Cameroun était un territoire, pas un État. S'il vous plaît, Un territoire. s'il vous plaît, je renvoie tous nos lecteurs et observateurs à aller voir ce que signifie un État. Et maintenant faire la différence entre un État Et un territoire. et un État indépendant. Non, un Et État c'est quoi? indépendant. Un État S'il vous a une plaît. souveraineté. Mais- Non, mais- Samuel, non, Samuel. non, Un non, État a ne une me- souveraineté. ne me- Aucun État n'est sans souveraineté. Ne me Quand on parle d'État, on parle de Ne souveraineté. me prêtez pas. Non, ne me il n'y a pas prêtez- d'État Non, sans souveraineté. Bida, Non, il a été on va Premier se ministre d'un disperser. État. Faisons simple. Bida. Ne me prêtez pas des propos. Faisons Non, simple. un territoire Le camerounais. Cameroun Non, est devenu c'était pas- indépendant le Non. 1er janvier 61. Sosten Soixante. Médard. C'était bel 60. 60, je veux Ça dire. veut dire quoi, je C'était vous bel et en bien prie. un État sous tutelle, c'est auparavant. pour ça qu'on Non, appelait. je vous en prie. En 1958, Je vous État en- sous tutelle. je vous On en était prie. sous Et c'est tutelle l'arrogance, parce c'est que les l'arrogance de Nations ceux qui sont du Unies. côté francophone. Ils ne veulent pas écouter les autres. C'est cette arrogance-là. Et Faut pas et déformer l'histoire. vous êtes des suprémacistes. Il faut Et c'est pas dangereux. déformer l'histoire. Et c'est dangereux. Vous êtes des Sosten Médard. suprémacistes. Vous êtes arrogants. Non, dans le populisme. Non, vraiment. Je tiens à dire ceci. Laissez-le terminer, je vous en prie. Ils ne veulent pas me laisser terminer. Le Cameroun oriental, donc francophone, a obtenu son indépendance le 1er janvier 60.
Le 31 décembre 59, était-il un État? Oui. Non, on était un territoire. Non. Un territoire sous administration des Nations Unies. J'espère que vos petits-enfants vous écoutent. Ouais. C'est que je suis en train de vous dire. J'espère que vos petits-enfants vous écoutent et ce que vous enseignez, probablement. Mais c'est une mascarade. Ne falsifiez jamais la vérité. Nous avons obtenu l'indépendance le 1er janvier 1960. 1er janvier On est 60. devenu État. Avant, nous n'étions pas indépendants, mais nous étions un État. Non indépendant encore. Ce que nous voulons dire, et d'ailleurs nous avions un Premier ministre, Bida était Premier ministre, puis Aïdjo. Mais c'est un Premier ministre, c'est un Premier ministre. Il doit avoir au-dessus de lui un président. Vous voyez que c'était pas un État souverain. Non, Samuel. Est-ce que les arrogants d'en face peuvent souffrir de m'écouter parler? Je vous en prie, moi je les y invite. Ne soyez pas suprémacistes. Donnons-lui encore une minute, il va terminer. Et c'est cette violence symbolique dont vous faites preuve qui effraie les anglophones. Non, ne créez pas de faux problèmes. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, laissez-le finir. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il n'y a pas de violence. Vous allez corriger. On vous dit ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Vous allez corriger. Hein? Le Cameroun est devenu indépendant le 1er janvier 1960. Il est devenu un État. Le 31 décembre 59, jusqu'à cette date-là, il était un État non indépendant. Non, il n'y a pas d'État indépendant. Non. Oui, et sous tutelle. Non. Il pourrait aussi être même sous mandat ou alors protectorat, ça dépend. Ce que nous voulons dire à ce sujet-là, effectivement, ces personnes ici, je ne suis pas le porte-parole, mais ces personnes, nous entendons leurs plaintes. Et en 61 à Fouman, c'était comme une foire aux empoignes. Tout à l'heure, le camarade de l'UPC, Manidem, l'a si bien dit, je ne reviens plus sur cela. En 72... De Manidem. Oui, Manidem, s'il vous plaît. Parce qu'il existe l'UPC Manidem. Oui. Il ne faut pas créer notre conflit. Parce que Jean Manidem, même, c'est pas... Et en 72, de façon, j'allais dire unilatérale, encore, on le fait. Et non seulement ça, Biya arrive au pouvoir, il allait même uni pour montrer qu'il y a deux entités. Je vous rappelle que les Camerounais eux-mêmes n'ont jamais créé un État. C'est les autres qui l'ont créé à notre place et on dit que c'est un État. C'est cet État-là que je vous ai montré. Par contre, non, c'est faux. Ouais. C'est faux. C'est ça. Quel est le peuple du Cameroun? Quel est le peuple du Cameroun? Je n'ai pas dit que voilà l'État. L'État sous protectorat allemand. Vous reconnaissez que sous le territoire camerounais. Je peux encore. Vous me rejoignez. Je peux encore porter. J'ai gagné. Voilà ce qu'on dit du Cameroun français. Il me rejoint. Il dit que voilà ce que le moteur de recherche du Cameroun allemand était un État. Oui. Le Cameroun français ou Cameroun oriental était la partie de l'ancienne colonie allemande du Cameroun, administrée par la France de facto depuis 1916 après la guerre. et de jure depuis 1919 jusqu'en 60. D'abord comme territoire sous mandat de la Société des Nations, puis comme territoire sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que comme membre de l'Union française en tant que territoire associé, puis comme État sous tutelle, enfin comme État membre de la communauté. État sous tutelle. Donc, territoire sous tutelle. Alors, État sous tutelle, ça signifie quoi? On dit territoire sous tutelle. Mais pourquoi est-ce que vous passez le temps à contrarier quelqu'un au lieu de l'écouter? Territoire sous tutelle sous l'ONU. Territoire sous tutelle. Ensuite, territoire associé. Puis comme État sous tutelle. État sous tutelle, n'est-ce pas? État membre de la communauté. Monsieur, on est en train de lire là-bas. Attendez. Il y a eu un processus en 5 ans. Il est en train de lire. Lisez aussi, donnez-lui lire. En 5 ans, quand Bida devient Premier ministre, il y a eu un processus de création d'un État. C'est là qu'on tend vers l'État. Mais l'État reste sous tutelle. Vous ne voyez pas? Il y a des structures d'État. Vous avez lu le contenu de ce que vous avez vu? Ben je lis. Alors vous lisez bien État sous tutelle, il refuse d'accepter. Laissez-nous évoluer. Non, laissez-nous évoluer. Vous sortez. On parle de sous tutelle. Oh là là, mais vraiment. Vous parlez de la résolution aux États-Unis où vous parlez d'État. Avant de vous le donner, vous lui ajoutez à son temps de parole. Vous faites comme un étudiant qui refuse d'écouter le maître. Non, écoutez d'abord. Je vous en prie. Oui, mais j'étais en train d'écouter monsieur. Mais vous venez de me donner raison. Je suis capable de vous sauver. Non. Oui, mais je le ferai pas. Mais c'est vous qui m'interrompez. J'ai la parole depuis longtemps. Faites attention. Non, j'ai la parole depuis longtemps, vous me reprochez. Il vient de dire État sous tutelle. Faites attention. Mais c'est quoi? Vous reprenez la parole pour terminer. Je ne vais pas développer. Pourquoi le grand frère lui m'a laissé parler?
Vous reprenez la parole pour terminer en 30 secondes. En 30 secondes. Heureusement que vous avez gardé le sourire. Faut qu'il fasse attention. Didier, on est en sourire là maintenant. Ça va devenir très sauvage. Non, nous sommes en train de sourire. La phase délicate est passée. Voilà. Le Cameroun a été un État sous tutelle. Vous venez de le lire. Et de deux, d'ailleurs, entités. Parce qu'effectivement, les entités, là, on les appelait des empires. Des empires coloniaux. Pour terminer, hein, pour terminer. Donc, sur ce plan-là, bien entendu, les pressions, si elles sont là, elles sont davantage internes. Parce qu'effectivement, ceux qui appartiennent à ces anciens États sous tutelle, dont l'État sous tutelle, vous venez de lire, l'État sous tutelle, où on parlait anglais, l'État n'est pas seulement, l'État n'est pas quelque chose d'abstrait. L'État est d'abord un territoire. Attention. Parlant de l'État sous tutelle, on parlait du Cameroun français. Vous racontez des conneries. Attention. Non. Prenez encore le temps. Didier, je vous en prie. Didier, pas conneries, je vous en prie. Vous êtes insultant en plus. Je vous en prie. Pas sur ce plateau, s'il vous plaît, monsieur du parti de Chiruma. Pas sur ce plateau. Ce que je veux dire, vous avez pour nous arbitrer. Ce que je veux dire ici, s'il vous plaît. On va faire comme la semaine dernière. Il y a Jean-François Mebenga. Voilà. Qui est journaliste et qui nous fait l'amitié d'intervenir ce soir. On va prendre rapidement en direct. Bonsoir Jean-François. Oui, je dis, voilà des hommes politiques qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Vous allez dire un mot là-dessus. Hein? Vous avez l'occasion de dire un mot, vous êtes en direct. Oui, bonsoir Sango Dipita. Vous êtes en direct. Désolé. Oui, le mot que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'il y a eu d'abord une phase d'autodétermination qui a donc fait qu'il y ait, on a demandé à ses concitoyens ou s'ils s'est rattaché au Nigeria ou au Cameroun. Donc il y a eu une phase d'autodétermination. Après leur choix, n'est-ce pas, ils ont donc eu un état virtuel à partir du 1er octobre, lorsque la réunification intervient. L'état est virtuel. Alors, que les gens disent que le nord-ouest, le sud-ouest était un état, c'était pas un état. Voilà quoi une arrogance, état virtuel. Merci Jean-François. Vous appelez depuis Yaoundé. Merci d'avoir spontanément apporté du vôtre dans ce débat. Oui, donc je voudrais dire qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase d'autodétermination et la phase d'intégration. Parce que la résolution prise par la Grande-Bretagne avait posé cette condition. C'est la Grande-Bretagne qui a initié cette condition. Ou il s'est rattaché au Nigeria ou au Cameroun. Mais c'est ça qu'on a dit ici, Jean-François. On a dit ça ici. Quand tu nous dis qu'on ne connaît pas l'histoire. Non, c'est ça qu'on a dit. Le problème dont on discutait, c'est le problème de l'État. On a dit qu'un État est souverain. Quand il n'y a pas de... On ne peut pas parler d'État sans qu'il y ait la souveraineté. On va parler de territoire. Hein? Le débat était sur le thème, sur le thème de l'État, pas sur l'histoire. Il va poursuivre l'émission en regardant la télé. Merci beaucoup Jean-François pour cette... Merci pour l'intervention, mais il fallait la précision. Mais il est passé à côté, je dois dire... Bon, pour terminer, vous terminez définitivement. Oui, parce que j'étais trop... à un moment... Non, allez-y, en 30 secondes. Oui. Je dois rappeler qu'aujourd'hui, il y a des États fédéraux au monde qui regroupent plusieurs États. Il y a des confédérations d'ailleurs comme la Suisse. Voilà, ils regroupent plusieurs États. Il y en a qui... et ils sont bel et bien des États. Et je l'ai rappelé au début de cette émission, les États-Unis ont commencé avec 13 États. Et ils en sont aujourd'hui à une cinquantaine. Quelqu'un l'a rappelé ici, qu'il y a eu une guerre de sécession qui a duré près de 10 ans. Mais il faut le dire que ce n'était pas pour les mêmes raisons. Alors, d'une part, il y avait les esclavagistes qui voulaient avoir des esclaves agricoles. Et d'autre part, au nord, il y avait la zone industrialisée. Ils avaient les mêmes problèmes que les gens ne se Pour sortir maintenant, vraiment, je crains qu'on ait même plus le temps de faire. Pas tous impliqués. Ce que nous voulons dire, le débat sur c'est que le débat doit être franc, sincère et ouvert. On admet que tout le monde vienne parler. Même ceux qui disent qu'ils sont sécessionnistes, il faut les inviter à la table. Parce qu'ils peuvent changer d'avis. S'ils ont le courage de venir. C'est ça. Ça se fait comme ça dans nos villages. Les villages bantous. Même celui qu'on accuse d'être le plus grand sorcier du village. La difficulté avec ceux qui sont sécessionnistes, ils disent qu'ils ne sont pas camerounais, c'est ça le problème. Mais
Ils sont invités. D'accord. Oui. Parce que partie prenante au Le Cameroun invite à des débats. C'est pour ça que je dis que on l'invite le monde. Ça, c'est votre conclusion. Maintenant, la vôtre, Samuel. Sur le sujet, votre conclusion. Parce qu'on va dire quand même un mot sur la Sondara. Ma conclusion, c'est que malgré tout ce qu'on a dit, je maintiens ce que j'ai dit dès le départ, que aucun problème, aucune frustration ne doit amener un Camerounais qui aime son pays à prendre les armes contre la nation. Merci. Parce que tout problème peut trouver une solution. Et surtout quand on a quelqu'un comme le chef d'État actuel qui est un homme de dialogue. Il a toujours privilégié le dialogue, malgré les opinions des uns et des autres. Il a toujours privilégié. En un mot, pour sortir. Bon, là, j'ai dit, je ne comprends pas qu'il aime le dialogue et qu'il ne peut même pas rencontrer ses propres ministres. Bon, donc. Ça, c'est la conclusion. Non, on ne relance pas le débat. Non, j'ai dit que tu as refusé de venir à la tripartite. Tu as refusé de venir à la tripartite, mais il y a eu la tripartite. Est-ce qu'il était là? Il y a eu le Premier ministre. On n'aura pas le temps de dire un mot sur la Sondara. Non, j'ai dit, je pensais qu'on était sorti du problème anglophone tout à l'heure pour dire un peu ce qu'est l'environnement politique au Cameroun aujourd'hui. Vous le direz en guise de conclusion. Ça appartient à un parti où c'est le ministre de l'AT qui a désigné celui qui a le droit de parler au nom de ce parti-là. Et ça ne semble poser le problème à personne. On est allé en justice, ça n'a rien donné. Toutes les instances ont dit qu'elle n'était pas compétente pour ça. Bon, donc, comment on peut aller vers la paix, vers la pacification, si chacun n'exprime pas ce qu'il a dans le ventre? J'ai dit, le véritable problème de notre pays aujourd'hui, c'est que on est sorti du parti unique, mais on a gardé la pensée unique. Voilà. Au point que si quelqu'un dès qu'il a une idée différente, il devient maquisard. Comment ça? Ce n'est pas sérieux. Tu as des idées différentes, qu'est-ce qui t'attaque? Qu'est-ce que tu qualifies de maquisard? Moi j'étais en prison. Hein, tu as violé la loi. Quelle loi? Tu as violé la loi. La conclusion de DJ sur la question. Le problème est beaucoup plus mental. Il faut qu'on s'éloigne un peu, je parle des entrepreneurs politiques, de la roubladise et la duplicité, et surtout l'hypocrisie. J'en ai terminé. Merci. On va prendre la transition, on va dire vraiment, il nous reste moins d'une demi-heure. On va dire un petit mot sur la Sondara qui est en principe le deuxième thème de ce soir. On va essayer de l'éplucher assez sommairement finalement. Transition. Alors la question, elle est essentielle quand même. On va essayer de mesurer les conséquences de ce qui s'est passé à la Société nationale de raffinage. C'était samedi dernier du côté de Limbe. Vendredi soir. Vendredi, pardon, dans la nuit. Dans la nuit, 21h. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec tous les dégâts qu'on a pu observer. Le gouvernement a fait une sortie pour assurer les uns et les autres, pour dire que, bon, écoutez, l'approvisionnement en produits pétroliers n'a aucun risque. D'ailleurs, on a annoncé pour ce mardi un premier bateau qui devrait venir approvisionner le marché local. Le ministre du Commerce a rassuré les uns et les autres pour dire qu'aucun produit ne connaîtra d'augmentation. Donc, produits disponibles, pas d'augmentation. Les emplois sont assurés, selon ce que a dit le ministre de la Communication, puisque l'entreprise elle-même n'est pas en arrêt, même si ce sont des compartiments des unités touchées qui sont en arrêt. Alors, Didier Imkwa, vous, l'autre casquette que vous portez, c'est que vous faites de l'expertise dans les questions environnementales. Est-ce qu'on pourrait s'attendre dans ce domaine-là des conséquences précises? Oui, vous savez, la pollution par les hydrocarbures sont les pollutions les plus redoutables, parce que le pétrole est un dangereux contaminant. Souvenez-vous qu'il y a eu 4 ou 5 lions dans le Bas-Mekim qui sont sortis, sont allés chercher énergie ailleurs, parmi les bœufs de certains bergers dans le Bas-Mekim. Auparavant, c'était certains éléphants
qui avait confisqué des points d'eau dans l'Omayokani. Lorsque j'ai discuté avec quelqu'un, en lui donnant les causes du braconnage et de la déforestation, il m'a dit, mais non, il y a aussi des causes qui rappellent la cosmogonie africaine. Et que quand le lion sort, les lions généralement c'est des totems, quand les lions sortent, c'est un mauvais présage. Et comme s'il n'avait même pas eu le temps d'achever sa réflexion, voilà, on nous annonce qu'il y a explosion d'un four à Limbe, suivi d'un incendie de 2 cuves. Évidemment, le risque écologique est assez important. Je ne voulais pas me limiter sur les droits de l'homme qui caractérisent le militantisme écologique européen. Il faut tenir compte de la microflore, de la microfaune et la proximité surtout. Vous me permettrez de vous demander d'être un peu bref. Je vais donc les questions précises. Le risque, il est important, mais est-ce qu'il est maîtrisé au moment où l'on parle? Est-ce qu'on peut craindre je vais dire, débordement des produits au-delà du site atteint? Est-ce qu'il y a risque Non, moi je ne pense pas que le risque est... Je prends un cas simple. Okay. Lorsque vous regardez les tonnes de flammes chargées de composés chlorés, chargées de particules fines qui sont dans l'air, elles vont nous revenir sous forme de pluie acide. Et ces pluies-là, malheureusement, vous savez que cette zone-là est d'une porosité assez intense, et ces pluies acides-là, malheureusement, iront dans la mer. Donc, ce n'est pas, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire depuis temps blanc, parce que tout est flou, on ne comprend pas très bien ce qui se passe là-bas, mais les informations que j'ai eues, parce qu'on m'a envoyé des photos, un certain nombre d'informations, démontrent que la veille environnementale n'est vraiment pas effective, vous comprenez. Donc c'est une catastrophe écologique, le mot n'est pas fort sur le plan environnemental, parce que toutes ces eaux-là vont rentrer dans la mer, affecter l'écosystème aquatique, affecter toute la microfaune comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur le plan social, c'est vrai que le gouvernement nous rassure que les gens vont continuer de travailler, mais c'est une entreprise qui a quand même au moins 5000 fournisseurs, donc ceux-là ne vont plus travailler. Sur le plan économique, le oiseau va nous inonder, parce que vous le vouliez ou pas, il y aura... Nous faisons confiance au gouvernement. Le gouvernement dit qu'ils sont en train de s'approvisionner. Oui, mais il faut faire attention. Je suis sur le plan de l'environnement, même sur le plan sociétal, pour dire que c'est vraiment, comme je le répète, au même moment, parce qu'il faut faire un peu du benchmarking, je ne sais pas si c'est une coïncidence, il y a une raffinerie qui a explosé en Côte d'Ivoire, mais en moins de 24 heures, vous comprenez, l'incendie était circonscrit. Mais aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, on peut vous dire encore qu'il y a encore des fumées qui s'échappent dans la nature. Merci. Parce que je peux expliquer, mais malheureusement, on n'a pas... En une seconde, vraiment. Ouais. Pour simplement dire que le plan d'opération interne n'est pas efficace. Merci. Et si on rentre maintenant dans la sécurité industrielle, il faut questionner la prévention qui influence la probabilité. Il faut questionner la protection qui influence la gravité. Et quand je lis le discours, même pas le discours, le dernier communiqué de monsieur le directeur aux marketeurs, lorsqu'il parle de cas de force majeure, il faut faire attention, parce que le cas de force majeure veut dire tout simplement que ce qui nous arrive ne vient pas de nous, et nous n'étions pas prêts à le maîtriser. Merci. Donc c'est un discours assez grave. Les conséquences dans une entreprise qui est le fleuron de l'industrie. Les conséquences sont d'ordre social, psychologique, économique et politique. Donc moi je n'ai pas le temps pour tout expliquer. Ce que nous voulons dire, c'est que la loi des finances en vigueur actuellement n'a pas prévu une telle augmentation du prix de la bière au Cameroun. C'est juste un peu une comparaison qui n'est pas raison, mais qui demande aux gens de réfléchir sur ce que dit le gouvernement, qui en réalité dit à mensonger. Mais les Camerounais, semble-t-il, qui aiment beaucoup boire la bière, bien qu'il n'y ait pas eu de sinistre aux brasseries du Cameroun et à Guinness, c'est pas de la publicité, c'est juste pour donner ces cas-là, effectivement, le prix de ces produits de consommation courante a augmenté au Cameroun. À plus forte raison, quand il y a un sinistre pareil où l'usine est aux arrêts. Donc, pas de démagogie. Disons la vérité aux Camerounais. Surtout, je vais ajouter autre chose, surtout qu'au moins 1 à 2 mois par an, il existe une période où il y a une pénurie de butane, donc le gaz domestique. On nous dit que c'est parce qu'il y avait en fait certaines machines qui étaient à l'arrêt
du fait à la fois de la maintenance et du fait d'un certain nombre de travaux qui s'y déroulent, qui sont d'ailleurs hors maintenance. Donc, le discours du gouvernement est démagogique. Il ne dit pas la vérité et au contraire, en faisant comme ça, c'est dangereux. Cela dit, la dimension politique, c'est là où je vais terminer, est telle que on a entendu, on le regrette qu'ils aient fait cette revendication. Certaines personnes, on ne sait pas lesquelles, qui se réclament les sécessionnistes, disent que c'est eux qui auraient mis le feu. Vous voyez donc effectivement que, quelque part, les gens qui appartenaient à l'État fédéré du Cameroun occidental, en réalité, saisissent l'occasion, vraie ou fausse, pour dire que les gens, ceux de l'État fédéré du Cameroun oriental, c'est moi qui crée les expressions, hein, c'est bel et bien toujours l'entité qui a été créée après pour dire que c'est maintenant un grand État fédéral, donc 2 États. Donc, sur ce plan-là, bien entendu, ils font ce type de revendication. Ça peut être malheureux, mais toujours est-il que quelque part, les problèmes camerounais sont si globaux par rapport au Cameroun qu'ils sont en réalité d'abord des problèmes d'ordre politique. Merci. Ce qu'on a dit auparavant concernant je veux dire la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, la guerre civile, je l'ajoute, et ce qu'on a dit effectivement aussi maintenant par rapport à ce sinistre qui est si important. Nous au MRC, nous pensons que c'est le dialogue et le vrai inclusif qui va faire à ce que les Camerounais aient le sentiment tous d'appartenir à la même nation. Merci, même si nous sommes convaincus qu'il n'y a pas encore de guerre civile au Cameroun. Du coup, Mme Bonjo. Je vais relever un aspect de son propos pour dire qu'il faut faire attention. Quand nous sommes dans un débat comme ça, disons des choses qui sont vérifiables. Et la loi de finances de 2019, en augmentant les impôts, a provoqué la hausse des prix de la bière. Les brasseurs du Cameroun ont fait un choix, peut-être stratégique, de maintenir le prix en perdant, en supportant à la place du consommateur l'augmentation de l'impôt. L'impôt sur la bière. Oui, oui. La taxe sur la bière. Mais la vérité, c'est que l'augmentation de l'impôt induisait une augmentation des prix. Alors, c'est automatique. Deuxième chose, pour revenir à la Sonara, c'est que le discours du gouvernement m'a surpris. M'a surpris et en même temps m'a conforté dans l'idée que j'ai de lui. Il regarde le pays à travers la lorgnette et pas sur les vrais problèmes. Le vrai problème, à mon avis, que la Sonara, l'incendie de la Sonara pose, c'est ces dégâts qu'on a eu là. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour réparer? Tout le monde a dit, ça va durer 1 an. On va prendre l'argent où? On est en train de demander à l'Union européenne, à la Banque mondiale, de nous aider à maîtriser la dépense, à améliorer la qualité de la dépense. Et devant un problème de finances publiques, l'État ne se pose pas la question de l'argent, si je vais le trouver où? Oh, c'est quoi la vérité dans la situation de la Sonara? C'est qu'il y a moins de 2 ans, l'État a raflé les banques camerounaises qui se sont mis en syndic pour financer la Sonara. Et on leur envoie un message qu'on ne va pas les rembourser. Qui a dit ça? Quand c'est la déclaration du directeur général. Non. Comment ça? Cas de force majeure. Cas de force majeure. Il a parlé à ses partenaires techniques, pas aux banques, à ses partenaires. Il faut bien relire le papier. Il faut bien relire. On a passé le temps, il va terminer. Il ne va pas les payer, alors que l'État lui-même, pour financer son activité au quotidien, va chercher l'argent des banques là. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une législation avec laquelle on pose des problèmes de finances publiques. C'est une catastrophe dans notre pays. Didier ou encore.
sur la situation à la Sonara, quelles sont les conséquences? Je sais que vous connaissez un peu mieux le système. C'est mon domaine, Absolument. mon domaine d'activité. Non, j'ai travaillé là-dedans. J'ai travaillé là-dedans. Je confirme. Est-ce qu'on peut te rassurer que... Après, à la banque. Voilà. Est-ce qu'on peut te rassurer que la Sonara avait un système de sécurité incendie moderne, adéquat, un dispositif de désenfumage par exemple, bref, un dispositif qui aurait permis, bon c'est vrai un accident on ne le prévoit pas, mais on peut l'anticiper, qui aurait permis qu'on évite cela sur le plan sécuritaire. Il faut qu'on soit un peu réservé par rapport à des affirmations parce que beaucoup de choses peuvent produire une explosion, parce qu'il y a d'abord eu une explosion et c'est l'explosion qui a entraîné l'incendie. C'est les lames de l'explosion qui sont allées, les fragmentations qui sont allées dans la zone de fragmentation d'essence. Et la zone de fragmentation est très sensible dès que les étincelles d'explosion sont arrivées à la zone de fragmentation de l'essence, parce que la Sonara, ça a plusieurs étapes. Il y a à peu près 14 unités de production. C'est 4 unités qui ont été atteintes. Mais il y a une étude de danger. Sur les 14. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener l'explosion. Je ne peux même pas isoler ou bien écarter l'hypothèse d'un déficit électrique. Parce que dans les enquêtes, il est dit que on venait de nommer le nouveau directeur de la sécurité qui signalait qu'il y a des baisses de tension de la part des NION qui avaient mis des transformateurs qui étaient faibles en puissance. Donc il y a eu des baisses de tension. Bref, il y a eu une explosion qui a provoqué l'incendie. Et l'incendie a atteint la zone de fragmentation d'essence, qui est une zone très sensible. Heureusement parce qu'il y a même eu un petit déficit du matériel comment ils appellent, j'oublie le terme, parce que c'est des termes, ayant été la première société camerounaise qui faisait les traitements Sonara. Parce que Sonara, dans l'histoire, on avait pour partenaire Total, et c'est Total qui venait faire passer chaque raffinerie, tous les 2 ans. On a ce qu'on appelle les travaux de grand arrêt. Vous savez que la raffinerie, on appelle ça l'huile, le terme technique c'est l'huile. Quand vous voyez le pétrole sortir en l'état brut, et quand vous voyez l'état définitif, il y a beaucoup de déchets qui restent en chemin. Et qu'il faut après débarrasser. Et qu'il faut après se débarrasser. Bon, bref, et ce travail, vous ne pouvez donc garder l'unité de production pendant 2 ans sans la nettoyer. Donc tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle le grand arrêt. Et quand je suis arrivé dans le système, dans le secteur, j'ai dit, parce que la SNH était l'actionnaire majoritaire de ma structure de la Sonara, j'ai dit, ce n'est pas normal que moi qui construis les plateformes, je n'arrive pas à aller faire les travaux d'arrêt. Les Français viennent toujours faire les travaux d'arrêt. Et c'est comme ça qu'on a arrêté de demander aux Français. Et nous, on a commencé à faire les travaux d'arrêt à la Sonara. C'était comme ça. Et c'est comme ça qui m'a permis de connaître le système par l'intérieur. Et je dis qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent produire l'explosion qui était à l'origine de l'incendie. Bon, que quelqu'un dise que, parce que pour arriver à ce niveau, quelqu'un dise que c'est lui qui a mis le feu, non. Vous ne pouvez même pas amener le feu à ce niveau-là, parce qu'il y a des systèmes tels que quand vous avez le feu, ça déclenche... Au moins les conclusions, M. Diallo. Non, je dis que... Bon, Samuel, vous connaissez l'unité. Vous savez un peu ce qui a été détruit. Oui. C'est vrai, les enquêtes sont en cours, les évaluations aussi. Mais je veux dire que si il vous était demandé d'essayer de faire une estimation, une évaluation en termes de coût,
Qu'est-ce qu'il faut réinvestir là maintenant pour remettre ça en marche? Ça veut donc dire qu'il y a une partie du matériel qu'il faudra changer. Et je peux dire que les travaux ne vont pas durer moins d'un an. Mais pour rassurer mes différents interlocuteurs ici présents, je voudrais dire que, est-ce que vous savez que c'est les travaux de réflexion qu'on est en train de faire là, et d'extension et de perfection qu'on est en train de faire, qui devrait amener Sonara à raffiner le brut camerounais. Est-ce que vous savez que jusque-là, on ne raffine pas, on n'a jamais raffiné le brut camerounais parce qu'on a acheté une raffinerie qui n'était pas adaptée à notre pétrole. Notre pétrole est très lourd. Et c'est ce qui fait qu'on importe toujours le pétrole, le brut pour le raffiner. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raffiner soit en Guinée équatoriale, soit au Gabon, soit au Nigeria, et ça ne dérange pas. Et pour rester par rapport à ce qu'avait dit le ministre du Commerce en disant les prix ne vont pas changer, il y a la caisse de stabilisation qui sert à stabiliser les prix. Mais je veux dire que... Et les chômeurs qui vont les payer? Quel chômeur? Les sous-traitants de Sonara. Les travailleurs d'ailleurs. Non, les chômeurs. Les chômeurs par centaines ou même peut-être pas milliers. À la Sonara? Oui. Non, ils vont... Attendez, le temps que l'unité de production ne fonctionne pas, ils seront en stand-by. C'est très facile à dire. Ils seront en stand-by. Non, c'est un chômage technique. Oui, c'est prévu. Et la loi le prévoit. Le chômage technique, vous êtes en chômage technique s'il n'y a pas d'activité. Mais attendez, il y a certaines unités qui peuvent ne pas fonctionner, d'autres qui vont fonctionner. Ce qui veut dire que le personnel technique à 100% ne sera pas opérationnel à 100%. Mais il y aura une partie. Vous avez semblé dire qu'il fallait nous rassurer. Non, je rassurais au niveau des prix. Qu'il y a une machine de stabilisation des prix de production. Mais au niveau social, à partir du moment où on peut trouver des solutions pour arranger les machines, le temps d'arrangement, le temps de réparation, de réflexion et d'acheter d'autres unités, c'est ça, je dis que ça va prendre à peu près 9 mois à 1 an. J'espère content. Ça c'est l'estimation que je fais. En termes de... Pour que la machine ne devienne je me lancerai opérationnelle. Dans les estimations. Voilà. Je pense que une attitude responsable aurait été très rapidement de constituer une équipe technique qui évalue les dégâts. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. On a mis en place, il y a un cabinet technique qui est en train de faire cette évaluation-là. Qui évalue les dégâts. Mais on est en train de le faire. Et les travaux qu'il y a lieu de faire pour faire redémarrer cette affaire-là. Mais l'équipe et quand on commence à dire ça va durer 1 an, alors qu'on ne connaît pas les travaux qu'on va faire, il y a une responsabilité là-dedans. Attendez, le simple fait que le simple fait que si on doit commander des machines, le temps de les produire, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour cela que je dis que le temps de les produire, le temps de les amener, le temps de les installer, le temps de faire, on appelle ça les restaurages à chaud. C'est-à-dire on fait les effets sans produit. On fait les essais, ça prend du temps. Oui. Donc, quand vous voyez tout ça, je prends quand on fait le grand arrêt. On fait le grand arrêt, vous êtes trop optimiste. N'oubliez pas que le stade de l'OMB n'est pas encore prêt. L'irresponsabilité. Le stade de l'OMB n'est pas encore prêt. Vous avez trouvé l'argent. Il sera prêt. Il y a un. Là, il y a l'argent ne manque pas. Merci à vous, messieurs. On arrive au terme du débat de ce soir. Non, il n'y a pas l'argent est là. Avec évidemment un gros regret quand même sur ce deuxième thème, parce que l'expertise qui avait été convoquée ce soir, c'est en fonction de leur profil. En termes de connaissances, évidemment, de ce sujet, embarqué un ancien directeur de banque également, et puis la communication autour du sujet. L'environnement. Ça aurait été. Vous ne m'avez pas laissé vous expliquer. Bon, on y reviendra. Tu as expliqué. Tu vas quand même pas rester. Pour finir, on finit avec vous. Bon, en un mot, pour dire qu'il y a eu un accident, un incendie qui est regrettable, mais c'est récupérable. Ça va prendre du temps et ça va coûter de l'argent. On parle de 700 milliards. Hein. Non, pas 700 milliards. Non, pas 700 milliards. Il y a quand même, il y a les assurances. Les familles vous écoutent. Il y a les assurances. Non, je dis bien que les employés de Sonara, il y a une part, le personnel technique par exemple,
ne va plus travailler à 100%. Il y a des unités qui ne seront pas opérationnelles. Et on va donc faire travailler le personnel de façon... de façon nuancée. Le manque à gagner. Non, en ce temps-là, quand vous êtes en chômage technique, il y a des... L'État, le manque à gagner. Didier Imkwa, merci à vous. Merci d'avoir regardé cette autre édition. Voilà, monsieur, merci également. Et à la prochaine édition de Cartes sur table. Le manque à gagner de l'État. C'est...